tout. Oui, oui, c'est bon. Alors c'est surtout pour le Facebook Live. Bonjour à toutes et à tous. Bravo de vous être levés si tôt pour un débat après 3 jours quand même assez intenses. Aujourd'hui, on fait le débat des think tanks. C'est un format qu'on a créé l'année dernière pour mettre à l'honneur tous les travaux tous les think tanks qui produisent énormément de travaux sur plein de sujets différents et dans un arc très très large politiquement. Et donc, on voulait mettre ça à l'honneur. Donc, le but, comme l'an dernier, c'est un travail présenté par think tank ça permet comme ça de valoriser la multiplicité des travaux produits et voilà. Donc, c'est pas un débat inversé. Néanmoins, on va quand même essayer de créer de l'interaction et donc il y a 2 présentations, ensuite une interaction, 2, et comme ça, on va essayer. Voilà. Et évidemment, si vous avez une question vraiment pressante et que vous allez partir entre deux, on peut aussi vous passer le micro si nécessaire. C'est un format assez adaptable. Voilà. Maintenant, je passe le micro à Camille pour présenter chacun des intervenants. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour donc nous présenter leurs travaux, nous avons Régis Portales pour Intérêt général sur la souveraineté numérique, Pierre Consialidi, désolé, pour la Fondation Copernic sur le plafonnement des revenus, Kevin Vacher pour la rencontre des justices sur la démarche entreprise par ce mouvement et les objectifs de ce mouvement, Florent Vadillo de l'Etery sur la réforme des institutions. À sa droite, Morgane Gonon pour l'Institut Rousseau sur les actifs fossiles des nouveaux subprimes. On continue dans le sens à droite. Noé Girardot-Chamsor pour Point Ancrage sur le renouvellement du paysage politique. Et Théo Iberaken pour Hémisphère Gauche sur l'impôt progressif européen et temporaire sur le capital. Voilà, une belle brochette. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Régis Portales, je suis au Conseil scientifique d'intérêt général et également fondateur de X Alternative. Je le précise parce que c'est un travail en collaboration qu'on a mené sur la souveraineté numérique entre 2 think tanks assez proches, puisque certains des fondateurs d'X Alternative sont également au Conseil scientifique d'intérêt général. Ce travail sur la souveraineté numérique, on l'a mené donc en collaboration entre un groupe d'ingénieurs qui est X Alternative et plutôt un groupe de hauts fonctionnaires qui est Intérêt général. On a commencé par constater qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été menées beaucoup de travaux qui avaient été menés sur le sujet, plutôt très pertinents, notamment sur l'écologie de la filière, dans des rapports de l'ADEME ou des rapports du Shift Project, sur tout ce qui est tout en haut de la pile, donc la privacy, la protection des données, le droit des connexions, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais on a été, quelque part, en menant nos recherches, assez déçus par les recherches sur le numérique en tant que filière, qui va des mines jusqu'au logiciel et jusqu'à l'utilisation des données. Donc il a fallu commencer par mener un travail sur l'état des lieux, et l'état des lieux s'est très vite avéré très mauvais. Donc, on voit vite qu'en 30 ans de politique néolibérale, tout ce qu'on pouvait avoir avant n'existe plus, ou de si peu. Je pense notamment à Alcatel, qui a été sciemment démantelé depuis les années 2000 par Turuk, un de mes chers camarades, via sa politique de faiblesse, donc d'industrie sans usine. Et aujourd'hui, ce qui a été après vendu à Alcatel a été vendu à Lucent, et Lucent à Nokia. Et aujourd'hui, Nokia licencie tout ce qui reste de la R&D, notamment sur les réseaux 5G, ce genre de choses. Donc, ça part pas bien. Et quand on regarde la situation à l'international, ça part encore plus mal, parce que les écosystèmes américains ou asiatiques sont extrêmement dominants. Donc, quand on regarde par exemple le budget R&D de Amazon, c'est 35 milliards, ce qui est un peu plus que le budget public plus privé de toute l'Italie. Donc
on s'est dit, c'est compliqué, il va falloir faire des choses. Et ces choses-là, vu l'échelle des choses à faire, passent nécessairement par de l'intervention publique et par de la planification. Donc c'est des choses à faire sur du très long terme, avec une stratégie industrielle qui est incompatible avec une vision start-up, qui est celle qu'on nous propose aujourd'hui au gouvernement. La start-up, c'est bien joli, mais c'est dans un marché de niche. Ça se développe très vite pour essentiellement de la rentabilité en capital, pas pour une vision stratégique. Et ça se couple avec des problèmes de financement. Les financeurs français sont très mauvais. Et à la fin, la start-up finit rachetée par Amazon. Et bon, on a donné des aides publiques pour les donner à Amazon à la fin. Donc, ce tableau est en aussi noir, notamment sur la partie logicielle, c'est intégralement dominé par les Américains. Sur la partie processeur, c'est partagé entre les deux, puisque les Américains les conçoivent et l'écosystème chinois, enfin taïwanais, les produit. Et sur la partie qui est encore en dessous, donc les mines qui permettent de produire ces processeurs-là, c'est contrôlé à 90% par les Chinois. On le voit quand on regarde un peu les conflits qu'il y a autour de ça aujourd'hui en mer de Chine et avec Taïwan. C'est essentiellement les Américains, à notre avis, qui essayent de contrôler la montée en puissance de la Chine dans ce domaine. Et inversement, les Chinois font des mesures de rétorsion sur l'exportation de composants électroniques ou de matières premières. Donc dans ce domaine-là, on n'est pas bien. Et on a essayé dans cette note du coup de produire une stratégie qui serait celle que devrait implémenter entre guillemets un gouvernement progressiste en France s'il voulait arriver à horizon 20 ans à quelque chose qui nous permette une relative autonomie dans ce domaine. En quoi ce serait important? Là, je parle d'autonomie, c'est justement pour être libre de nos choix. C'est parce que le numérique, ça a pris une place absolument colossale, notamment on est sur Facebook Live, voilà. Ça s'est vu pendant les Gilets jaunes. Les groupes politiques ont explosé instantanément à plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui a permis la structuration du mouvement. Aujourd'hui, on parle de vote électronique. C'est une aberration, mais en tout cas, d'autant plus que ça sera confié à des matériels étrangers. C'est indispensable à toute l'industrie. Aujourd'hui, les pénuries de composants mettent à l'arrêt les usines Renault. Il y a une énorme usine Renault qui a fermé 12 jours à cause de ça. Et puis, c'est indispensable à la recherche et au développement, donc sur les simulations pour le climat, pour des simulations pour le climat, à la reconstitution archéologique, à le développement d'armes nucléaires. Chacun sa sensibilité là-dedans. Donc, voilà pour la notion de souveraineté et d'autonomie là-dedans, où on est capable de ne pas être à la merci des autres, nous a paru très importante. On ne peut pas être complètement à la merci des Américains, complètement à la merci des Chinois, sinon ce sont carrément des choix diplomatiques qui deviennent impossibles. Ce n'est pas seulement des questions de start-up ou d'accès aux données. Le travail qu'on a mené, du coup, c'est essayer de construire la filière depuis le bas vers le haut. On commence par le problème des matières premières, qui est en fait le problème source. Pour pouvoir faire du logiciel, il faut des systèmes d'exploitation. Pour les systèmes d'exploitation, il faut des processeurs. Et pour faire des processeurs, il faut des mines. Et donc des mines de terres rares, des mines de grands alliages. Là-dessus, pour toute la suite, le truc a été structuré en pensant la composante écologique parce que et climatique, parce que c'est indispensable. On le voit avec l'actualité. Et notamment sur les mines, c'est un gros problème. La question du numérique, c'est que c'est très polluant, le numérique, en fait. Pour produire un ordinateur, il faut, je crois, 300 fois le poids de matière première du produit final. Et aujourd'hui, ces mines, on les avait, enfin, mines ou raffinage, on les avait en France ou dans des pays occidentaux. On ne les a plus, on a tout envoyé en Chine. Et là-bas, ils extraient dans des conditions absolument déplorables, les cancers se multiplient, et nous, on peut dire que c'est propre, mais en fait, non, ça fait des morts à l'autre bout du monde. Si, il y en a un peu, mais c'est tout aussi dégueulasse. Oui, il y en a un peu partout dans le monde, en fait. Ça dépend des matériaux, c'est hyper compliqué, en fait. Donc, sur ça, on se dit qu'il faut s'autonomiser un petit peu de la dépendance à la Chine. Et c'est ce qu'a fait le Japon en implémentant une stratégie de recyclage qui leur a permis de descendre leur dépendance de 90 à 60%, ce qui ne leur permet pas d'être autonomes, mais juste suffisamment pour que les secteurs essentiels soient couverts. Nous, c'est le genre de choses qu'on propose, donc c'est évidemment recycler, ce qui aujourd'hui est très difficile, parce que les matériaux sont rares, on ne sait même pas forcément bien le faire. Et quand on ne sait pas recycler, stocker pour que le jour où on sache recycler, on ait des matériaux.
C'est imposer des contraintes écologiques sur les produits, c'est ouvrir des mines, si nécessaire, dans des conditions qui soient acceptables. Donc là, il faut de la recherche-développement qu'on n'a pas faite, qu'on pourrait utilement exporter à d'autres pays ensuite. Et tout ceci nous amènerait à avoir, un peu comme le Japon, on serait toujours dépendant d'échanges avec l'extérieur, évidemment, parce qu'on ne peut pas être complètement autonome là-dessus, mais au moins sur les secteurs qu'on pourrait juger critiques, comme par exemple maintenir l'usine Renault en fonctionnement, ben, on aurait quand même des choses. Sur la suite, donc une fois qu'on a les matières premières, ou au moins un petit peu, il faut les raffiner. Là, il y a encore une usine de raffinage de silicium qui est en train de fermer, il faudrait la garder, il faudra en ouvrir d'autres. Ensuite, il y a la conception et la fabrication des composants électroniques et des processeurs. En ce moment, il y a ARM qui est mise en vente par... donc ARM, c'est le fabricant de processeurs de téléphones portables, donc vous en avez tous un dans la poche, normalement, qui est mise en vente par SoftBank, qui est son actionnaire majoritaire japonais, mais où tous les centres de recherche sont en Europe. Donc on propose de racheter la boîte, puisque l'actionnaire vendra au plus offrant. Et on a une petite fenêtre qui est possible parce que le régulateur européen, le régulateur britannique et américain ne sont pas très contents. Même les grands clients d'ARM ne sont pas forcément très contents que ce soit une boîte américaine qui rachète. C'est Nvidia qui rachète aujourd'hui, qui est un grand concepteur de processeurs américain. On a une possibilité de le faire. Ça nous permettrait, en rachetant avec les Britanniques, parce que le siège social est en Grande-Bretagne et l'ADN de la boîte est en Grande-Bretagne, d'avoir au moins une partie de la conception de processeurs qui serait à notre main. Sur la partie de la fabrication de ces processeurs-là, aujourd'hui, c'est les Taïwanais qui ont la grande part. C'est TSMC, donc Taiwan Semiconductor Manufacturing, qui est l'acteur le plus avancé. Là, c'est compliqué parce que chaque usine vaut à peu près 20 milliards. Donc, ça ne serait pas évident de les rattraper, à moins d'investir très, très, très massivement, mais ce n'est pas sûr qu'on ait les capacités et ce n'est pas sûr que ce soit indispensable tout de suite. Par contre, on a encore des composantes, enfin des entreprises qui savent un peu faire. Je pense à ST Microelectronics, qui est une boîte pas chère où l'État est actionnaire à 12,5%. On propose de monter avec les Italiens à 50% et de le grouper avec la partie ARM pour avoir à la fois les fonderies et la conception dans quelque chose un écosystème viable. Je sais pas, j'ai pas de timer, donc je sais pas où j'en suis. Il faut que j'aille vite du coup. Ah, bon, ça va être difficile parce qu'il en reste beaucoup. J'essaie d'aller vite alors. Donc, sur la partie hardware, du coup, c'est possible de faire des choses, pas complètement, mais c'est possible. Ensuite, il reste la partie logiciel. Logiciel, ça va du système d'exploitation à la bureautique, en gros. Et je vais passer sous silence la partie cloud parce que c'est moins important. Système d'exploitation et bureautique, on a de la chance parce que depuis les années 80, il y a toute la communauté du libre qui fait des choses. Et là, on propose de s'appuyer dessus, tout simplement. Sauf que le libre, ça ne se déploie pas comme ça, à grande échelle. C'est très difficile de convertir les utilisateurs, c'est très difficile de convertir une grande administration ou des grandes entreprises. On propose du coup de réintégrer au sein de l'État des compétences techniques pour aider au développement des logiciels libres, qui ensuite pourraient être mis à disposition aux administrations et aux PME, pour l'avoir comme marché de masse et qui permettrait de stabiliser et ensuite d'accéder au grand public. Donc ça, on appelle ça un pôle public du logiciel, comme certains programmes politiques proposent un pôle public du médicament, c'est un peu la même chose. C'est de réintégrer la compétence technique au sein de l'État. De même, il faut arrêter la mise en concurrence, enfin la décentralisation complète des appels d'offres publics sur ces choses-là. Aujourd'hui, chaque hôpital fait son propre appel d'offres pour avoir son propre service de VPN, etc. C'est une catastrophe et du coup, ça conduit à de grandes inégalités et à un affaiblissement des acteurs publics par rapport à leurs fournisseurs privés. Ce qu'on propose du coup, c'est d'avoir une réelle DSI de l'État qui se charge d'uniformiser et d'avoir une masse suffisamment critique pour avoir un meilleur rapport de force par rapport aux acteurs privés qui, comme je le disais au début, aujourd'hui sont extrêmement puissants, à une puissance qui relève de la puissance des États en fait. Et donc, pour les contrer, il faut une puissance qui soit la même, un truc macroscopique qui aujourd'hui s'appelle l'État. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est très compliqué, on est mal barré, mais c'est possible. Merci. Bonjour, moi j'ai une question en bref. Combien ça nous coûterait d'acheter ARM, la société qui justement s'occuperait?
Nous, ce qu'on propose, c'est de prendre une partie minoritaire, enfin une partie majoritaire, mais 51%. Le deal est de 40 milliards pour tout acheter, donc il nous faudrait 20 milliards. Et donc, si on le fait avec les Anglais, il faut 10 milliards. On a besoin de 10 milliards. On a besoin de 10 milliards et les Anglais aussi de 10 milliards. Et nous, les citoyens, on peut faire une holding, un truc comme ça, pour acheter justement des parts directement un truc. Ah bah avec plaisir, oui, mais on fait ça, c'est hyper on peut rentable. faire une cagnotte à 10 milliards, oui. On fait une cagnotte, c'est oui, parti. Donc je c'est propose parti. qu'on lance ça Allez, avec toi et moi et puis tous les. très bien, c'est tous les parti. collègues. C'est parti. J'ai une question à te poser, si tu veux bien. C'est par rapport aux mines, les sources. Les Chinois extraient, ils ont un peu le monopole quand même sur la fabrication à partir de la matière première, l'extraction, le raffinage, et puis ça c'est super critique. On a besoin d'une autonomie, je pense, sur ça. Est-ce que ça te paraît jouable avec, on va dire, notre historique, qu'il faut qu'on nettoie un petit peu avec l'Afrique, et puis notre amitié avec l'Afrique? Est-ce que ça te paraît possible qu'on forme Oui, des Africains à l'extraction dans des conditions écologiques et tout ça, oui. et puis jusqu'à la fabrication du microprocesseur peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. C'est une partie que j'ai oubliée, c'est la dimension internationaliste. Bah alors? C'est que, bah oui, mais 10 minutes c'est court, et puis en plus je savais pas où j'en étais, donc. C'est qu'il y a plein de pays qui sont comme nous très mécontents d'être sous dépendance américaine ou chinoise. Bah, faut les aider et se mettre avec eux. Et tout ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans le logiciel, ça serait de l'open source et tout le monde en profiterait et il serait bien content. Et aussi, ils pourraient contribuer et on en profiterait et on serait bien content. Sur les mines, c'est pareil. Il faut de la collaboration raisonnée entre nations, quoi. Donc, Moi, je pense que si tu es d'accord et avec les camarades, c'est que moi je suis tunisien d'origine et j'ai beaucoup de grandes familles en Tunisie en fait. Une grande famille justement qui a les moyens d'investir dans ça et qui sont, on est français aussi en fait. Donc on peut, avec la Tunisie où il y a une compétence d'intelligence de développeurs et d'informatique, et c'est un pays très proche de la France, on peut essayer de mettre en place une organisation qui permet de former les Africains qui malheureusement traversent en bateau pour essayer de trouver un travail ici, les former sur place. Parce qu'ils arrivent tous en Tunisie en fait, ou en Libye. oui, bien Les sûr. former sur place à ces métiers-là et investir là-bas pour justement être autonome, enfin, indépendant de la Chine et des États-Unis. Oui, alors, pareil, jouable ça? tout à fait. Il faut se méfier de ça, mais enfin, ça me paraît jouable, mais ça dépend ce qu'on appelle investissement sur place. Merci. Donner de l'argent. Si c'est l'État Vincent Bolloré qui s'en occupe, c'est pas terrible. C'est toi qui vas t'en occuper. C'est la République sociale française, là, c'est bien. Voilà. C'est nous deux. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que c'est aussi dans le rapport, mais vous n'avez pas eu le temps de l'expliquer. Moi, je me questionnais dans ce que vous avez présenté sur... Enfin, ce que j'ai compris, c'est que vous voulez plus de souveraineté sur les questions numériques. Et moi, je me dis aussi qu'il faut qu'on se saisisse de ces questions-là pour faire de la décroissance ou quelque chose qui puisse réorienter un peu, enfin, essayer de concevoir différemment les produits, etc. Donc, est-ce que vous intégrez cette idée de, en gros, la présence du public dans ces sphères-là pour justement réorienter? Première question. Deuxième question sur, vous vous adressez beaucoup à l'État. Bon, bah, moi, je suis élu d'une collectivité territoriale. Et donc, est-ce qu'il y a aussi, et je me questionne souvent sur notre rôle à nous dans les réorientations économiques, parce qu'au niveau local, on a très peu de réflexion de fond sur comment est-ce qu'on oriente l'industrie, on fait de la décroissance ou on utilise d'autres mots. Voilà. Donc, est-ce que vous avez aussi des choses qui s'adressent aux régions, aux collectivités sur comment on participe à ce que vous dites en termes de souveraineté? Puisque vous avez dit, pardon, Oui, bien juste, sûr. il y a un problème avec la décentralisation sur la commande publique. Peut-être, j'ai pas cette analyse, mais du coup, faut pas. Est-ce que c'est une vision très centralisatrice en termes d'intervention? Alors, merci. Je vais répondre aux deux questions. Du coup, la première était, j'ai une très mauvaise mémoire et je suis un mot-clé. Oui, un mot-clé sur la première question, s'il vous plaît. Ah oui, voilà. Ça, oui, on l'intègre. On dit qu'en gros, le progrès n'est pas bon en soi. Il faut décider quels sont les bons progrès. Et quand il y a des mauvais, ben, on ne les fait pas. Par exemple, est-ce que sur la 5G, il y a tout un débat, c'est un bon exemple. La 6G, voilà, on pourrait décider que en fait, ça ne sert à rien ou que ça sert dans tel marché de niche. Voilà. Donc la borne s'appelle la démocratie et l'écologie, en gros, sur le progrès. Et deuxième question sur les collectivités territoriales, pardon, oui, c'est pas vraiment développé, mais on pense qu'il faut une instance centrale, hein, mais que l'information à la fois descende et remonte, quoi. C'est pas que ce soit une volonté qui s'applique uniformément partout, mais pas que ce soit non plus chacun qui soit laissé à lui-même. Donc c'est pas évident à articuler. La décentralisation telle qu'elle est faite aujourd'hui me paraît catastrophique. On pourrait faire autre chose de plus malin. Oui.
est-ce que vous sentez une volonté politique pour investir ces sujets-là? J'ai pas entendu. Est-ce que vous sentez une volonté politique pour investir ces sujets-là? C'est pas ce que je vois extérieurement, mais Moi non vous êtes plus. mieux placé. Si, il y en a un peu quand même. Sur la 5G, il y a eu un débat, quoi. Là, tout le monde se met à parler de souveraineté. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils entendent avec ça, mais relocalisation, ben, on ne les a pas trop vus. Toutes les usines ferment. Du côté du pouvoir, à mon avis, il n'y a rien du tout. Du côté de l'opposition, il y a quelque chose, je pense, mais c'est assez balbutiant ou dans des petits morceaux. Voilà, c'est mon analyse hein, là-dessus. Je ne suis pas dans des partis, donc je ne sais pas. Masque. Bonjour, donc moi j'interviens pour la Fondation Copernic à propos d'un petit livre vert que vous avez là, enfin que je vous montre. J'en ai des exemplaires si ça intéresse des gens, qui s'intitule Vers une société plus juste, manifeste pour un plafonnement des revenus et des patrimoines. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la limitation des revenus. Alors, cette idée, elle n'est pas nouvelle, hein, je ne fais pas un dessin. L'originalité de ce petit livre, c'est de proposer une démarche qui permet d'identifier des limites socialement validées aux revenus et de façon à identifier un repère voilà, qui puisse au moins commencer à nourrir le débat public. Alors moi j'avais prévu 3 moments d'importance inégale. Le premier, je vais passer rapidement dessus, mais il faut quand même rappeler un petit peu bon, le contexte, les arguments, ou l'argument général qui motive cette démarche. Dans le livre, on dit simplement que... Enfin, d'abord, on écarte deux positions extrêmes. Celle qui est la position actuelle où on laisse filer les inégalités. Et comme le rappelait la Banque mondiale il y a 30 ans, le comble de l'inégalité, c'est quand quand une personne possède tout. Et donc, comme le rappelait aussi de façon un peu euphémisée la Banque mondiale, la pauvreté est élevée dans ce cas-là. Voilà. Bon, on écarte ce projet, évidemment. Et puis on écarte aussi la position inverse, si je puis dire, qui est l'égalitarisme. Hein, donc on se situe dans une position où on pense que l'inégalité peut être acceptée, mais où elle n'est légitime socialement et politiquement que dans la mesure où elle préserve une égalité minimum entre tous les membres de la société, c'est-à-dire la capacité à pouvoir atteindre un niveau de vie minimum décent et à participer à la vie sociale. Voilà. C'est le cadre général. Donc je ne vais pas trop développer devant cette assemblée sur tous les arguments hein, qui peuvent nourrir ce projet. Il y a des arguments de nature philosophique dont la généalogie remonte très loin, jusqu'à Platon. Il y a aussi un nouvel argument qui est apparu plus récemment, même si on le retrouve quand même dans des périodes un peu plus lointaines, qui est l'argument écologique, c'est-à-dire qu'il faut socialement fixer une limite à l'égalité, mais on sait aussi que le consumérisme et l'inégalité extrême nourrit plutôt un consumérisme qui nourrit elle-même une course sans fin à la consommation dont on sait de plus en plus, en tout cas dont on a de plus en plus conscience qu'elle n'est pas acceptable. Et puis il y a d'autres arguments, notamment l'argument démocratique, où évidemment ce projet, on sait qu'il se heurte à des intérêts, notamment c'est des revenus les plus élevés, et eux développent des stratégies de financement de lobby, etc., d'influence de l'opinion, et qui, d'une certaine façon, enfin très clairement en tout cas, plutôt, mine la démocratie. Voilà. Je suis très bref sur ces questions-là parce que je pense qu'ici, c'est pas tellement le projet. Et comme je vous le disais, l'originalité de ce manifeste, c'est de proposer une démarche. Donc j'en viens tout de suite au cœur de cette démarche. Elle consiste essentiellement à articuler la définition d'un minimum social et à en dériver en quelque sorte une limite ou un plafond aux revenus. Alors, je commence par le minimum, parce que c'est pas... Voilà. Dans l'approche qui est présentée dans le livre, on s'appuie notamment sur un travail qui a été mené par l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Je rappelle que cet observatoire a été supprimé par le gouvernement en 2019. Mais il avait eu le temps, cet organisme, de produire un rapport sur ce qu'on appelle les budgets références. Alors les budgets de référence, je vais aller très très vite, mais c'est, je pense, comme c'est un point d'appui de la démarche utile de rappeler quand même ce que c'est.
C'est une démarche qui s'appuie dans un cadre théorique où le concept de besoin est central. Ça a été théorisé par des chercheurs britanniques et qui met en œuvre une démarche qui associe les citoyens, donc c'est une démarche participative, et, des experts, enfin des savoirs experts qui éclairent les discussions des citoyens. Donc ça consiste essentiellement, en termes d'objectifs de ces budgets, c'est de définir un panier de biens et services minimum nécessaires pour différentes configurations familiales, puisque les besoins, évidemment, ne sont pas les mêmes suivant qu'on est une personne seule, un couple, ou qu'on a des enfants ou pas. Ça, c'est l'objectif. La méthode, c'est là qu'il y a une originalité. Elle consiste à réunir de petits groupes de discussion et alors à les faire discuter pour aboutir à un consensus sur le contenu très détaillé de ce panier de biens. Il y a plusieurs centaines d'articles, c'est vraiment quelque chose qui va dans un très très grand degré de détail. Et ça se fait en plusieurs étapes, je résume brièvement. Une première étape où des groupes discutent des besoins individuels de chaque membre du ménage. Dans une seconde étape, d'autres groupes discutent des besoins des adultes d'un côté, des enfants s'il y a des enfants dans le ménage. Et dans une troisième étape, d'autres groupes encore discutent du panier global de l'ensemble du ménage. Donc toute cette démarche, qui est assez longue et lourde en fait, ça s'est étalé sur plus d'un an dans le projet de l'OMPES, permet d'aboutir, en résumé, à un consensus argumenté, parce que ce n'est pas un débat d'opinion, on ne demande pas aux gens de voter sur ce qu'il faut ceci, cela. S'ils ne sont pas d'accord, on leur demande d'avancer des arguments, et on cherche le consensus, et le consensus, on l'obtient au bout du compte, même s'il est minimal, hein, c'est pour ça que c'est un budget minimal. Et il est aussi éclairé par des avis d'experts, donc je vais très vite, notamment sur quelques conseils sur l'alimentation, enfin des choses comme ça. Donc c'est une démarche qui peut, pour faire image, qui se rapproche de celle des groupes de consensus, mais qui est beaucoup plus micro, c'est de petits groupes, quoi, disons. Et donc ça permet d'aboutir à un panier de biens et services, c'est le principal résultat. Ce panier, c'est une liste avec des quantités et des qualités. Et donc, les chercheurs peuvent, à partir de tous ces éléments, chiffrer, donner une évaluation monétaire de ce que représente dans chaque configuration familiale un budget de référence. Donc je ne vais pas donner des chiffres, je les donnerai. Si ça vous intéresse, je vais passer au second temps de la démarche qui consiste à partir de ces budgets, je donne un chiffre pour faire l'image, pour appuyer le raisonnement, pour une personne seule, en 2015, en fait en 2013, l'OMPS avait chiffré ce budget de référence à environ 1 500 € par mois. Il s'agit en termes de revenus disponibles, une fois qu'on a ce qu'on peut réellement dépenser pour consommer. Donc la démarche, elle s'appuie sur ce repère et elle consiste simplement à dire, ben voilà, on constate qu'aujourd'hui, il y a environ 35% de la population française qui n'a pas accès à ce minimum de participation sociale, à ce minimum décent. Si on voulait les porter à ce minimum, il faudrait disposer d'un certain montant de ressources qu'on peut évaluer à partir des statistiques existantes. Et l'idée, ça consiste simplement à dire, puisqu'il faudrait rééquilibrer la distribution des revenus pour porter les personnes qui sont au-dessous du minimum à ce minimum, on va commencer par abaisser le plus haut revenu et pas à pas à descendre comme ça, et jusqu'à ce que cet abaissement des plus hauts revenus atteigne le montant nécessaire pour porter les plus bas revenus qui ne sont pas au minimum à l'objectif désiré. Et quand on a atteint ce point d'équilibre, en quelque sorte, on a identifié une limite haute des revenus qui est compatible avec le fait, dans un contexte donné, à un moment donné, de pouvoir donner les moyens à toute la population au minimum d'accéder à ce budget de référence. Donc voilà la démarche. Il y a des détails techniques sur lesquels je passe parce que ce n'est pas vraiment le cœur. Comme tout le monde attend des chiffres, je vous donne un ordre de grandeur. Je reprends le même dans le cas d'une personne seule. Je rappelle que c'est une démarche qui se fonde sur les besoins, donc ce n'est pas la même chose pour une personne seule, un couple, etc. Donc je reprends l'exemple d'une personne seule, 1 500 € à l'époque. Aujourd'hui, ce serait plutôt 1 600, mais bon. De budget minimum.
ça fait une échelle, grosso modo, de 1 à 4, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à un niveau de vie maximum qui serait de l'ordre de 6 000 euros pour une personne seule aujourd'hui. Il reste 2 minutes si j'ai bien compris. Alors, je vais juste brièvement... cette partie-là n'est pas très développée dans le livre, mais je pense qu'elle est quand même importante en termes politiques, dire qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil, enfin de ce repère. Parce qu'évidemment, la question, c'est une fois qu'on l'a identifié, comment on peut y aller, comment on peut le concrétiser. Alors là, je vais juste donner quelques points, peut-être pour nourrir la discussion. Le premier, c'est qu'il faut rappeler qu'on est dans une démarche où on s'intéresse essentiellement aux revenus. Et que pour satisfaire des besoins, on n'a pas uniquement besoin de revenus. D'abord, il y a des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits par des revenus. Par exemple, avoir un emploi, respirer un air sain, vivre dans un environnement sûr, ça ne dépend pas de ressources individuelles monétaires. Ça dépend de l'action politique ou des pouvoirs publics en général. Et par exemple, sur l'emploi, il y a une première étape que je n'ai pas évoquée dans la démarche des budgets de référence qui consiste à avoir une discussion ouverte entre tous les participants et spontanément, en France d'ailleurs, comme dans d'autres projets que j'ai pu conduire par exemple en Tunisie d'ailleurs, les gens expriment spontanément le besoin d'avoir un emploi comme condition d'un niveau de vie décent. Donc ça fait partie, mais ce n'est pas des choses évidemment qu'on va acheter au supermarché du coin. Mais il faut avoir ça en tête si on veut construire une politique quand même qui va vers l'objectif qu'on cherche à atteindre. Le second point, c'est que même pour des besoins qui peuvent faire l'objet d'un échange marchand, ce n'est pas nécessairement le plus efficace, ni même le plus souhaitable de passer par là. On a aussi aujourd'hui encore des services publics en termes d'éducation, de santé, de transport, etc., qui permettent de contribuer à la satisfaction des besoins. Implicitement, dans la démarche des budgets de référence, les gens raisonnent dans un cadre où ces besoins existent. Mais par exemple, sur la santé, ils disent oui, c'est pas très bien couvert, donc on a besoin d'une mutuelle. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu des déremboursements en termes de santé, on a besoin d'avoir une mutuelle. Mais on pourrait très bien envisager d'avoir une couverture générale, plus large, des besoins de santé. Voilà. Donc c'est un autre moyen d'accès qui peut déterminer une politique. Et enfin, il y a évidemment d'autres moyens plus directs qui seraient de donner des ressources monétaires à l'ensemble des citoyens. Et enfin là, ce n'est pas une proposition qui est défendue comme ça par Copernic, mais je peux me permettre de la mettre dans le débat. Je pense qu'il y a un point d'appui qui me semble tout à fait central dans cette stratégie, si on veut atteindre l'objectif, c'est d'abord d'avoir un niveau de salaire qui permette d'accéder à ce minimum décent. Donc c'est ce que les Britanniques appellent, je termine très rapidement, le living wage. Bon, je l'ai chiffré dans d'autres travaux. Bon, ce serait, par rapport au SMIC actuel, grosso modo, c'est plus 40%. Pour en revenir, enfin bon, c'est des ordres de grandeur, mais ça donne quand même des repères, encore une fois, pour, c'est pas 5%, c'est 40%, et c'est à peu près du même ordre de grandeur au Royaume-Uni. Et articuler ce salaire minimum décent avec la possibilité donnée à toutes les personnes qui le souhaitent d'avoir un emploi. Puisque, bon, le salaire, c'est bien, mais encore faut-il avoir un emploi. Et je pense que là, on aurait déjà un premier point d'ancrage qui permettrait de concrétiser une politique qui va vers moins d'inégalités et plus de justice sociale. Bon. Bonjour et merci. Merci pour votre exposé. Une question, je ne suis pas du tout spécialiste. Vous avez parlé tout à l'heure à propos des 1500 € de revenus disponibles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec ou sans les charges fixes, c'est le net salarial et on paye le loyer avec. Si vous pouvez juste dire un mot. Merci. Oui, ça marche. Pardon. Oui, le revenu disponible, on va prendre l'exemple d'un salarié, le plus simple. On perçoit son salaire. Alors aujourd'hui, depuis quelque temps, on a l'impôt qui est prélevé à la source. Bon, donc c'est beaucoup plus simple en fait
le revenu disponible, grosso modo, c'est ce qui est versé sur le compte au bout du mois aujourd'hui, c'est-à-dire après impôt, après prélèvement et aussi transfert. Parce que là, j'ai pris le cas d'une personne seule, mais dans le cas des couples, il y a des allocations familiales, éventuellement d'autres prestations sociales. C'est les revenus d'activité, moins les prélèvements, plus les prestations sociales. Ça, c'est le revenu disponible. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je trouve ça très intéressant votre démarche parce que vous repartez vraiment du besoin, donc c'est une démarche très écologiste. Et je me permets juste une petite pique quand même, une fois que j'ai dit que c'était très intéressant. C'est que du coup, vous partez des plus pauvres, et je trouve que c'est souvent une démarche qu'on voit aussi dans le monde médiatique de dire, mais enfin, comment les pauvres dépensent leur argent. Mais on pourrait aussi prendre la démarche inverse, de se dire, les plus riches, et à quel niveau de revenu c'est plus utile. C'est-à-dire, déjà, on pourrait se demander, quand on gagne 10 000 euros par mois, comment on le dépense, mais aussi, au bout d'un certain niveau, on entend dire parfois qu'on le dépense de manière en spéculation ou autre, et que du coup, c'est plus utile à la société. Donc, dans votre préambule, on accepte les inégalités, certes, mais à un certain niveau, elles sont plus utiles. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à avoir cette démarche inverse, de se dire quel est le niveau où ça ne sert plus à rien de gagner autant, et du coup, on nivelle? Et est-ce qu'il y a des méthodologies, comme vous avez présenté, ce qui était très intéressant, pour justement faire du consensus autour de ce niveau de revenu trop élevé pour être utile à la société? J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a un malentendu, parce que la démarche, c'est précisément ça. L'idée consiste à dire, l'objectif minimum d'une société, ça doit être de procurer les moyens à tous ses membres d'y participer. Sinon, tout simplement, on ne fait pas société, comme on dit très simplement. Donc, il faut avoir ce socle minimum d'égalité. C'est ça qui fait la société, ce socle minimum d'égalité. Comme un certain nombre de personnes n'y ont pas accès, il faut rééquilibrer d'une façon ou d'une autre la distribution des ressources, notamment monétaires, pour atteindre cet objectif. Et l'idée qu'on propose, mais on pourra en avoir d'autres, hein, c'est de commencer par diminuer les ressources dont disposent les plus hauts revenus, qui sont a priori aussi celles qui sont les plus, là je rejoins votre préoccupation écologique, qui sont aussi ceux qui, alors en termes de rendement unitaire, peut-être c'est moins que les pauvres, on va dire, mais bon, je ne rentre pas dans ce débat, mais globalement, un riche consomme plus de CO2 qu'un pauvre, pour aller vite. Donc c'est aussi une mesure écologique. Après, l'autre, si on prolonge votre réflexion, mais là on arrive à un dilemme, mais je pense que puisqu'on est... Enfin, moi, ma perspective, c'est quand même de poser des repères, c'est pas d'apporter forcément des solutions. Il faudrait articuler cette démarche qui est plutôt de nature sociopolitique, hein, comment on limite l'inégalité pour faire sens commun dans une société. C'est ça le point de départ. Mais j'ai dit aussi qu'il y avait un argument écologique, on sait qu'on ne peut pas dépasser un certain plafond. Donc la question c'est, ce plafond il est macroéconomique en quelque sorte. Enfin on peut supposer qu'il doit être partagé de façon égale entre tout le monde. Donc je vais aller très très vite là-dessus. Si on reprend le repère, bon, discutable certes, mais de 2 tonnes de CO2 par habitant, voilà, hein, qu'il ne faudrait pas dépasser. Des chercheurs britanniques ont fait le calcul, donc vous êtes tous assis, ça va bien. Si toute la population britannique, parce que ce budget ont été initiés par des chercheurs britanniques, donc on a le même repère au Royaume-Uni. Si toute la population du Royaume-Uni se situait au niveau minimum des budgets de référence, on diminuerait les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Le dilemme, c'est qu'on a fait à peu près la moitié du chemin. Voilà. On arrive à 5,5 tonnes de CO2 par habitant britannique, alors qu'il faudrait être à 2. Donc, il y a une vraie question que je n'ai pas abordée là, mais qui est aussi qu'on peut articuler avec une question sociale, qui est de recomposition de la production et de la consommation. Pourquoi on peut l'articuler à partir de cette réflexion sociale? C'est parce que je pense qu'il y a une grande illusion dans l'argent. L'argent entretient une illusion monétaire. C'est-à-dire que l'argent rend substituable des ressources qui ne le sont pas. C'est-à-dire que chacun voit dans l'argent ce qu'il veut, mais ce n'est pas substituable. Et les besoins ne sont pas substituables. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'eau, c'est pas en me donnant 2 fois plus de pain que je vais étancher ma soif. J'ai besoin d'eau. Je termine juste là-dessus. Oui, non, ça recolle à un travail qui est assez ancien,
de Baudelot et de ses collègues, qui était un petit livre qui est paru à la fin des années 70, qui s'appelait « Qui travaille pour qui ?» et en résumé qui montrait qu'il ne suffit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce que Pierre ne consomme pas la même chose que Paul. Et que donc, si on veut réduire les inégalités, il faut aussi avoir une action structurelle sur la façon dont on produit, sur ce qu'on produit, et évidemment sur la façon dont ça se distribue. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, bonjour à tous, Laurent Vadio de l'Eteri. Moi, je vais évoquer la réforme des institutions, qui est un sujet ennuyeux, qui est un sujet sur lequel quasiment tout a été écrit. Peu de choses ont été tentées et peu de choses encore ont été réussies. On est parti quand même de deux présupposés à l'Eteri. Le premier, c'est que une révision constitutionnelle, elle est quasiment infaisable. Donc, on peut, dans un programme présidentiel, avoir de très belles idées. Ça nous paraît compliqué. Après, on peut évidemment envisager plein de solutions, mais ça n'a pas été le parti pris que nous avons retenu. Le deuxième, c'est que la Ve République est tellement déséquilibrée dans son fonctionnement qu'on peut avoir les meilleures idées du monde dans ce qu'on veut faire, dans les programmes que l'on veut porter. On se heurtera toujours à, in fine, soit une entaille à la démocratie, soit un déni de démocratie. Et de ce point de vue-là, le quinquennat qui s'achève et celui qui s'était achevé précédemment démontre que voilà, il y a tout de même, au-delà des bonnes intentions initiales, il y a toujours une dérive à la fin. Et le rythme du pouvoir exécutif fait qu'on estime qu'il faut aller vite, donc parfois se passer du Parlement. Donc je vais rester sur le Parlement en maintenant 9 minutes ou 8 minutes 30. Allez. Sans révision constitutionnelle, comment est-ce qu'on fait pour que notre démocratie aille mieux et qu'on puisse envisager un meilleur équilibre des pouvoirs? Premier élément, c'est celui qui saute un peu aux yeux, c'est la fonction législative. Bon, aujourd'hui, le Parlement est en quelque sorte la chambre d'enregistrement des projets de loi du gouvernement. Je ne vais même pas aller sur un rééquilibrage sur l'initiative législative. Uniquement réfléchir à degré de température équivalent, comment on fait pour que ça aille mieux. Premier élément, c'est qu'il faut appliquer pleinement ce qui est déjà dans la Constitution. Et il y a dans la Constitution la capacité d'un rapport de force minime, sans entaille à la loyauté politique, entre l'exécutif et le Parlement. Je prends l'exemple des études d'impact. C'est une note qui a été publiée à l'Eteri par Dominique Rimbourg et Philippe Quéré. Aujourd'hui, les études d'impact, soit elles sont indigentes, soit elles sont tellement grosses, ambitieuses, que les parlementaires n'en utilisent quasiment pas. Quasiment moins de 10%. Il y a plein d'études de sciences politiques qui montrent que l'étude d'impact n'a pas d'effet sur le processus législatif, alors que la grande modification de la révision constitutionnelle de 2008, c'était précisément de permettre aux parlementaires d'avoir, dans l'exercice législatif, un regard informé. Bon. Donc déjà, si on commençait par avoir au sein du gouvernement de vrais dispositifs administratifs qui rédigent des études d'impact pertinentes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour avoir été en cabinet ministériel, les études d'impact, c'est ce qui se rédige vraiment à la dernière minute. Donc premièrement, structurer une rédaction des études d'impact pertinentes, qui soit en réponse à des questions de parlementaires, et non pas à ce que l'exécutif veut passer comme message. Et enfin, qui soit véritablement remis dans le temps aux parlementaires, ça serait déjà une modification majeure. Je rappelle un point, c'est que la conférence des présidents, cet organe qui réunit les présidents de commission, les présidents de groupe, elle peut refuser l'inscription d'un projet de loi du gouvernement si l'étude d'impact est jugée insuffisante. Bon. Donc déjà, ça paraît rien, mais ça permettrait quand même de changer un tout petit peu le rapport de force technique et d'éviter que les questions des parlementaires soient toujours balayées d'un revers de main en disant « oui, mais vous n'avez pas lu l'étude d'impact, ça n'est pas possible cet élément-là ». Deuxième élément sur la fonction législative, la question du droit d'amendement. Le droit d'amendement, c'est un droit constitutionnel fondamental, notamment pour les parlementaires, sauf que lui aussi, il subit un déséquilibre majeur, parce que le gouvernement dépose autant d'amendements qu'il veut à tous les moments. Or, la révision de 2008 a introduit une nouveauté, c'est que le texte est d'abord débattu en commission, des commissions législatives, pour ensuite être discuté en séance publique, et c'est le texte issu de la commission qui est discuté en séance publique. Donc on peut imaginer ce qui s'est pratiqué de 2012 à 2017 dans certaines commissions, que les parlementaires refusent tout amendement gouvernemental non justifié par un fait nouveau
qui n'auraient pas été déposés en commission, pour que la séance publique soit le vrai moment de l'ensemble des législateurs, de l'ensemble des députés ou des sénateurs des autres commissions. On aurait d'ores et déjà une forme de rééquilibrage qui permettrait aux parlementaires de se battre parfois à armes égales avec le gouvernement. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose juste que les commissions, dans ce qu'on appelle les articles 88 à l'Assemblée nationale, les commissions donnent des avis défavorables sur tous les amendements du gouvernement déposés après la commission pour la séance publique. Donc, c'est deux éléments de pratique qui ne demandent pas de changement de texte et qui permettent de rééquilibrer le pouvoir législatif. Mais je vais sortir du pouvoir législatif parce qu'il y aura toujours des bonnes excuses pour ne pas aller plus loin. Voyons la fonction de contrôle maintenant du Parlement. Parce qu'aujourd'hui, la fonction de contrôle du Parlement, disons-le très rapidement, elle est quasiment nulle, voire inutile. Les parlementaires, pourquoi n'investissent pas les fonctions de contrôle? Parce qu'il n'y a finalement pas de fenêtre de tir médiatique politique pour mettre en œuvre ce qu'est le contrôle. Ce qui fait qu'un pouvoir majoritaire a toujours comme idée de donner à l'opposition des capacités de contrôle. Mais ça voudrait donc dire qu'il y a un débat radical et binaire sur le contrôle. C'est bien, c'est mal. Et il est absolument incompréhensible que les députés de la majorité n'effectuent pas cette fonction de contrôle qui est absolument fondamentale. Donc, en nouveau, à texte constant, comment améliorer la fonction de contrôle du Parlement? Tout simplement avec des questions de moyens. Alors, c'est jamais très vendeur de dire ça, mais il faut accroître le nombre d'administrateurs dédiés aux fonctions de contrôle. Je prends un exemple. Lorsque l'état d'urgence a été proclamé à partir de 2015 et largement prolongé, la commission des lois de l'Assemblée nationale a mis en place un dispositif de contrôle, ce qui absorbait 80% des ressources en administrateurs pour le contrôle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre capacité de contrôle que celle de l'état d'urgence. Donc on a un vrai problème. Je rappelle que les commissions sont toujours structurées avec un secrétariat bicéphale, le contrôle et la législation. Vous rajoutez une commission d'enquête là-dessus, ce qui est un droit de tirage de l'opposition, vous n'avez plus aucune capacité de contrôle sur un autre sujet. Donc il faut absolument accroître ces capacités de contrôle avec plus d'administrateurs. On le voit sur tous les sujets. Lorsque le Parlement ne peut pas faire son travail, c'est qu'il n'y a pas d'administrateur. Deuxième élément important sur la capacité de contrôle, c'est finalement permettre aux parlementaires de l'exercer au sein du Parlement. Je m'explique. À chaque fois que vous avez un exécutif qui piétine le Parlement, vous vous rendez compte qu'il y a une augmentation absolument exponentielle des parlementaires en mission. Alors, les parlementaires en mission, c'est en fait des parlementaires qui sont nommés par le Premier ministre pour une mission qui doit durer 6 mois. Au bout de 6 mois, normalement, le mandat du parlementaire tombe et pour lequel ils reçoivent le support d'un fonctionnaire du gouvernement, enfin de l'État, et au bout de 6 mois, un rapport est remis. Bon, alors je défie quiconque de me citer un rapport d'un parlementaire qui ait changé la donne sur le sujet. Les derniers décrets de nomination, ça par exemple sur la sécurisation des passages ferroviaires, donc c'est un élément fondamental sur lequel un député et un sénateur ont travaillé. Effectivement, ça ne pouvait pas être un corps d'inspection du contrôle interne. Et quel est l'intérêt en fait pour ces parlementaires? D'ailleurs, on voit souvent augmenter cela en fin de mandat pour remercier tout le monde. C'est que ils valorisent dans leur circonscription le fait que le gouvernement les a choisis pour faire ce corps de contrôle. Donc, un exemple très simple, je pense qu'il serait utile, c'est de rendre extrêmement difficile la possibilité de nommer un parlementaire en mission sur une activité de contrôle qui ne ressort pas de la fonction constitutionnelle du Parlement. Dernier point, et je pense que j'arrive bientôt à échéance de mon temps, quelque chose qui peut paraître tout à fait anodin, la place des parlementaires dans le contrôle de constitutionnalité. Lorsque le Conseil constitutionnel a été mis en place sous la Ve République, c'était pour être le chien de garde de l'exécutif. Et puis en 1974, la saisine des parlementaires a un peu débridé le sujet et parfois le Conseil constitutionnel aide le Parlement. Mais en fait, c'est de moins en moins vrai parce qu'on se rend compte de deux choses. Un parlementaire qui dépose un projet de loi et qui le fait adopter contre l'avis du gouvernement, ce qui peut exister, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, il n'aura pas la voix au chapitre. C'est le gouvernement qui défendra son projet de loi. Il y a quand même une anomalie dans le sujet. Et par ailleurs, lorsque une question prioritaire de constitutionnalité viendra longtemps après le dépôt de ce projet de loi, imaginons qu'il y ait une alternance politique, eh bien c'est le nouveau gouvernement, opposé au précédent parlementaire, qui devra défendre ce texte. Ça a eu lieu il y a peu de temps sur le projet de loi la proposition de loi prostitution, lorsque en 2016 elle avait été adoptée pour abolir la prostitution. Je vais rapidement.
c'est l'actuel gouvernement qui s'est trouvé, et alors qu'il y était opposé, à le défendre devant le Conseil constitutionnel. Alors heureusement, le Conseil n'a pas censuré le dispositif, mais voyez l'anomalie. Or, le Conseil constitutionnel refuse que les parlementaires, en fonction ou ayant exercé des fonctions, aient la moindre prise de parole dans le dispositif. Je pense qu'il serait naturel que les parlementaires aillent défendre leur pouvoir d'amendement, les amendements qu'ils ont déposés, voire les projets de loi, ce qui changerait quand même considérablement la donne avec aucune révision constitutionnelle. Je vous remercie. Est-ce que c'est faisable, hein, tout ça? Alors, tout ce que j'ai dit, c'est parfaitement faisable avec des textes de loi ordinaires ou des textes parfois organiques pour le Conseil constitutionnel éventuellement. C'est faisable et ça a pu être fait déjà en fait. Et donc, ça serait juste rétablir en début de quinquennat, ce qui est le moment où on peut le faire, des moyens pour le Parlement, c'est-à-dire des moyens administratifs, quelques moyens législatifs et quelques changements de pratique, mais qui seraient tout à fait indolores et qui, en réalité, changeraient véritablement la donne au sein du Parlement. Je rajoute une dernière proposition que j'avais, parce que là, je considère que c'est dans la question. Il y a une chose qui, moi, m'amuse aussi, c'est qu'en période électorale, il y a un temps de parole entre les différents partis en lice. Moi, ça ne me choquerait pas qu'en temps ordinaire, il y ait un temps de parole entre l'exécutif et le législatif. Parce que quand on regarde les études de médiamétrie, les parlementaires sont quasi inexistants dans les prises de parole pour défendre des textes, etc. Il y a un chaos technique du gouvernement là-dessus. Donc, c'est des choses qui sont pour moi très simples et qui pourraient être sans l'obstacle d'une révision constitutionnelle dans un programme pour une présidentielle et mis en œuvre dès le début d'un quinquennat. Oui, bonjour. J'avais une autre question pour Florent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une faiblesse des équipes des parlementaires? Parce que moi, voilà, je travaille à l'Assemblée, on se connaît, et tu vois bien qu'encore plus dans l'opposition, les députés non seulement n'ont absolument pas accès à l'administration, sauf quand ils ont éventuellement un rapport à faire, etc. Et en réalité, même si ce n'est pas très populaire de le dire, ils ont très peu de moyens. Ils ont très peu d'enveloppes pour les collaborateurs. Ils sont vraiment très très faibles de façon en équipe, surtout quand on compare par exemple à des parlementaires américains qui ont des super équipes très très importantes. Voilà. Est-ce que ça, tu y as réfléchi sur à la fois comment c'est possible techniquement, même comment c'est présentable à l'opinion publique, qui a déjà l'impression que les politiques, en gros, se gavent d'argent public, si je caricature le truc, quoi. Alors, je ne l'ai pas évoqué précisément parce que je voulais mettre en avant des éléments qui soient parfaitement incolores et qui soient acceptables par l'opinion publique. Et je pense que autant augmenter les administrateurs de l'Assemblée, ça passe, autant augmenter les équipes des parlementaires, c'est plus compliqué. Je suis d'accord, mais j'ai quand même réfléchi à l'acceptabilité. Tu as raison, en fait. Je pense qu'il y a un vrai déséquilibre. Pour avoir travaillé pour un président de commission qui a un surcroît de crédits collaborateurs, ça permet déjà de relâcher un peu de pression. Il est absolument anormal que les crédits collaborateurs soient aussi restreints au sein du Parlement. Je me souviens d'avoir rendu visite à la présidente de la commission américaine de contrôle des services de renseignement. Elle avait 150 personnes à son service, 150 collaborateurs à elle, ce qui est quand même une disproportion absolue quand on regarde le reste. Donc, je pense que c'est absolument souhaitable, c'est absolument nécessaire, avec plein de garde-fous. On le voit sur les emplois à l'Assemblée nationale, les emplois familiaux croisés, parce que c'est pas parce qu'un parlementaire ne peut plus engager un membre de sa famille qu'il ne peut pas le faire engager par un autre. Mais il y a plein... Oui, pardon, c'est la réalité. Mais donc, il y a plein de difficultés liées à cet exercice-là. Je pense qu'il faudrait que la déontologue ou le déontologue de l'Assemblée soit beaucoup plus prégnant sur l'exercice des collaborateurs, et d'abord qu'il y ait un statut des collaborateurs qui quand même fait largement défaut. Et c'est pour ça que pour moi c'était un chantier qui était assez lourd, assez impopulaire, et pour ça que je ne l'ai pas évoqué, même s'il est absolument déterminant. Excuse-moi, bonjour. Les études d'impact qui sont prévues dans... Est-ce que certaines études, ou au moins un exemple d'étude a été utilisé par les parlementaires et a démontré l'utilité des études d'impact ou jamais?
C'est ce que je disais au tout début. En réalité, il y a entre 10 et 20% des études d'impact qui sont utiles. Le reste, c'est quand même soit annexe, soit accessoire, soit inutile. Non, mais il y en a plein. En fait, sur chaque loi, les députés de l'opposition ou les députés de la majorité trouvent des éléments techniques auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. Sauf que, en réalité, je pense qu'il est étonnant en fait de rédiger des études d'impact sans tenir compte des questionnements des parlementaires. Non. Non, parce que non, pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas la logique de l'exécutif. Il va pas poser la question aux parlementaires sur quels sont les éléments dont vous avez besoin sur ce texte-là. Et la deuxième, c'est que dans l'organisation de l'exécutif, l'étude d'impact, c'est ce qui est rédigé en dernière minute, qui n'est pas relu, qui n'est pas supervisé politiquement, et donc qui est transmis comme un pensum sur lequel il y a assez peu de risques politiques. Oui, oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça, parce que c'est anodin et ça permet de quand même changer la donne. C'est bon, c'est tout bon, vous m'entendez. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là ce matin. Donc, pour me présenter rapidement et pour ceux qui sont arrivés, donc, je suis Morgane Gonon, je suis secrétaire générale de l'Institut Rousseau. Donc, c'est le think tank présidé par Gaël Giraud, dirigé par Nicolas Dufresne. Donc nous, on travaille beaucoup sur les questions de financement de la transition principalement, et c'est ce sur quoi je voulais intervenir ce matin. On a aussi tout un pan de nos travaux qui porte sur la garantie emploi, mais ça a déjà été beaucoup traité dans ce festival, donc je comptais revenir plutôt sur un rapport qu'on a sorti en juin 2021, donc il y a un mois, sur des actifs fossiles nouveaux subprimes, donc coordonné par Gaël Giraud et auquel beaucoup d'ONG et d'associations ont participé, y compris les Amis de la Terre, Reclaim Finance, Oxfam, etc. Et donc je voudrais à la fois vous détailler le constat, notre méthode, notre analyse et puis les propositions qu'on fait pour remédier à ce problème, ce risque systémique. Donc voilà, je l'ai dit, le rapport que je vais présenter a été vraiment coécrit avec notamment Oxfam, Reclaim Finance et les Amis de la Terre, qu'on remercie, et avec aussi la chaîne YouTube Eureka, si certains connaissent. Donc pour quelques éléments de définition, pour introduire le sujet d'abord, peut-être que vous êtes familier ou non avec la notion d'actif fossile. De toute façon, la définition, le périmètre de cette définition change régulièrement selon les rapports. Nous, dans notre étude, on a choisi réellement de considérer tous les actifs financiers, donc d'investissement ou de crédit, qui étaient liés à la fois à l'extraction, à la production, au transport et à la distribution du pétrole, du gaz ou du charbon. Mais aucunement les actifs qui sont liés, par exemple les actifs liés aux activités de transport, qui reposent sur une base d'énergie fossile, mais dont on ne sait pas la fonction première. Donc on s'est basé sur ces actifs fossiles-là. Ces actifs fossiles, ils sont soumis à ce qu'on appelle un risque de transition. C'est-à-dire que si on met réellement en place une transition bas carbone, ça grésille, non, c'est moi. Si on met réellement en place une transition bas carbone effective qui permet d'atteindre l'accord de Paris, ces actifs-là vont perdre énormément de valeur et devenir ce qu'on appelle des actifs échoués. C'est-à-dire que les politiques publiques, la législation ou les innovations technologiques vont leur faire perdre une partie de leur valeur et ça va devenir un poids pour les banques, comme les subprimes sont devenus un poids pour les banques avant la crise de 2008. Et donc l'idée, c'est tester, dans notre rapport, c'est tester un petit peu la vulnérabilité des banques, essayer de savoir avec un indicateur, un indice qui n'est pas parfait, mais qui nous donne une idée de ce risque, à quel point c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour donc y remédier. Je rajouterais que ce qu'on appelle les actifs échoués, donc ces actifs-là, si jamais on met en place vraiment les politiques dont il y a besoin pour atteindre l'accord de Paris, ces actifs échoués entraînent aussi ce qu'on appelle une cascade d'échouage, c'est-à-dire que si ces actifs-là perdent de la valeur, toutes les activités économiques qui ont comme base matérielle les énergies fossiles en perdent également. Et donc c'est ce risque-là pour les activités des banques. Quel est vraiment l'intérêt pour nous, puisque ce n'est pas forcément celui de sauver les banques, c'est plutôt le double enjeu, c'est que tant que ce risque-là existe et que personne ne considère et le prend en compte, on ne peut pas amorcer de transition parce que le risque de perte est beaucoup trop important. Et en fait, l'idée que je vais développer, notre proposition principale étant une prise en charge par une filiale de la BCE de ces actifs échoués pour assurer la transition. Ce n'est pas simplement sauver les institutions bancaires, comme on a pu le faire après la crise de 2008, c'est réellement apporter une solution pour débloquer des fonds vers la transition et se libérer d'un risque systémique pour des institutions qui sinon ne bougeront jamais. Donc c'est un petit peu le cadre de notre rapport.
Donc pour notre méthode, on a essayé donc de développer un indicateur, sachant qu'il y a une difficulté de données disponibles évidente. L'indicateur, c'est une nouveauté, ça n'a pas été fait encore, c'est d'estimer pour les 11 plus grandes banques de la zone euro le ratio entre les actifs fossiles soumis à risque de transition, dont je parlais, comparativement à leurs fonds propres. Fonds propres, donc premier capital, c'est-à-dire réellement ce qu'on utilise par exemple pour les accords de Bâle pour estimer la stabilité d'une institution financière et sa résilience. Et donc on essaye de faire ce ratio. On est bien conscient que ça ne veut absolument pas dire que ce ratio-là, c'est la capacité de la banque à absorber ses pertes éventuelles dues à l'échouage de ses actifs, puisqu'il y a plein d'autres systèmes assurantiels, d'autres leviers d'action, etc., leviers prudentiels, pardon, qui permettent à la banque d'absorber ses pertes. Par contre, c'est donner une idée de sa fragilité. Et donc, on l'a fait sur les 11 plus grandes banques de la zone euro, et on arrive à des chiffres assez colossaux. Donc, si on prend le total cumulé, les actifs fossiles représentent 95% des fonds propres de ces 11 banques. Et le plus haut taux étant pour le Crédit Agricole, donc banque française, 135% de ses fonds propres. Enfin, les actifs fossiles à risque d'échouage représentent 135% de ses fonds propres. Globalement, toutes les banques françaises les plus grandes banques françaises, BNP, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, sont autour de 100% des fonds propres. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles vont s'effondrer demain, ça veut simplement dire que ces actifs-là bloquent tout financement de la transition, puisque le risque que ces banques prendraient à s'engager vers une trajectoire 1,5 degré est bien trop important par rapport à ce qu'elles sont capables d'assumer comme perte. Donc ça, c'était notre analyse. Alors, je pourrais revenir sur la méthode s'il y a des questions. Il y a plusieurs points sur à la fois les données disponibles, à la fois le ratio, les éléments de définition, la temporalité aussi de l'échouage et les différentes technologies. Ce n'est pas les mêmes risques de transition pour le gaz, le pétrole ou le charbon. Ça dépend aussi de la taxonomie européenne et des législations à venir, etc. Mais on arrive quand même à une valeur extrêmement importante. Donc, on a fait 2 types de propositions pour remédier à ça. Et donc ces propositions viennent à la fois donc, de Gaël Giraud qui coordonne ce rapport et de Christian Nicole qui est chargé RSE chez Natixis, donc qui a aussi participé énormément à notre rapport. Ces 2 propositions, ces 2 volets de propositions, le premier volet c'est vraiment un volet réglementaire, on va dire un petit peu moins ambitieux que la deuxième proposition, mais immédiatement considérable. C'est-à-dire d'avoir deux propositions réglementaires principales. La première, c'est d'arrêter les soutiens indirects de la politique monétaire aux énergies fossiles, tout simplement en retirant ce qui sont identifiés comme actifs fossiles des politiques de quantitative easing, donc des politiques de rachat d'actifs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment de considérer ce risque d'échouage dont on parle et d'augmenter l'exigence de capitaux qui permettrait de les absorber, comme on a fait avec Bâle et les actifs pourris en 2008. En fait, c'est considérer réellement ce risque de long terme comme un risque effectif pour les institutions financières. Je pourrais aussi revenir sur ces 2 propositions réglementaires, mais notre proposition principale et celle que je voudrais mettre en avant ce matin et dont on pourra discuter, c'est réellement celle de créer ce qu'on appelle une bad bank ou banque d'échouage en structure de défaisance, en français, qui serait une filiale de la BCE, donc banque publique, tout simplement parce que ces banques centrales sont les seules à pouvoir absorber ces pertes et ces risques-là, puisque leurs fonds propres ne déterminent pas leur solidité, contrairement aux banques de second rang, comme vous le savez. Pardon? Non, dites-moi, n'hésitez pas. Et donc, c'est de créer cette structure de défaisance pour, sous condition, notamment du respect par les institutions financières d'un certain nombre d'engagements sur leur politique climatique, les aider à se défaire d'une partie problématique de leurs actifs à risque. Et donc, c'est sur ce point qu'on voudrait insister. À l'international, ça s'est proposé déjà par des organisations comme Climate Kick. Nous, on propose réellement de l'appliquer à la BCE, sachant que à la fin de la crise de 2008, la crise des subprimes, certaines banques nationales l'avaient fait pour les institutions nationales. Là, on propose de le porter vraiment à l'échelle européenne, vu la taille des banques de second rang dont on parle, et le risque. Je vais même finir sur une note relativement positive, c'est que cette proposition est très ambitieuse et que la BCE n'a pas pu faire ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais jeudi, il y a eu le renouvellement de la stratégie de la BCE qui a donc été
énoncé par Christine Lagarde et qui vient d'intégrer dans le mandat de la Banque Centrale Européenne la nécessité d'intégrer dans son mandat, au-delà de l'inflation et de la stabilité monétaire, l'objectif de prendre en compte le changement climatique et les risques climatiques. Donc ça ouvre la porte à beaucoup de régulations, et d'ailleurs Christine Lagarde a effectivement mentionné qu'elle imposerait des critères environnementaux pour le rachat d'actifs. On est loin de cette proposition, mais c'est déjà une première porte vers la fin d'une politique monétaire supposée neutre pour le climat. Voilà pour le point que je voulais faire, et je répondrai avec plaisir aux questions dans la limite de mes compétences également. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez intégré dans ces actifs les sources d'approvisionnement du nucléaire civil et militaire, qui pour moi ne sont absolument pas écologiques et pour moi doivent être éliminées rapidement? Et on entend dire que l'Europe va considérer le nucléaire comme une énergie propre, décarbonée, ce qui est ahurissant. Elle est décarbonée. Oui, mais vu les coûts de construction et de démantèlement, c'est absolument pas décarboné. Donc je voudrais savoir si vous, dans votre étude, vous l'avez intégré. Alors non, les actifs fossiles, comme dans notre étude, qui sont considérés, sont donc ceux liés à l'extraction, la production, le transport et la distribution de charbon, pétrole et gaz. Donc pas de nucléaire. Effectivement, il y a des discussions sur la taxonomie et vraisemblablement une intégration du nucléaire civil dans les activités dites renouvelables. Enfin, pas renouvelables, mais on va dire compatibles avec la trajectoire climatique. On ne l'a pas intégré tout simplement parce que donc dans l'accord de Paris, il ne compte pas dans les 1,5. Et aussi, c'est en fonction de l'estimation du risque de transition. C'est-à-dire que pour l'instant, le nucléaire n'est pas visé forcément par des politiques de réduction. Et donc à ce moment-là, il n'est pas soumis au même type de risque. Bonjour. On a un super comité parité de think tank. C'est pour la photo. Non, mais c'est pour qu'on vous entende. Je vous remercie pour votre présentation. Moi, j'aurais voulu savoir, puisque du coup vous fréquentez ce milieu-là, quelle est la prise en compte pardon. À quel point est-ce qu'ils intègrent vraiment ça? Est-ce que vous êtes plutôt sur une démarche de vraiment faire une proposition, ou d'être un peu sur une méthode Coué en proposant un indicateur pour leur signaler qu'ils sont en risque, et du coup ils pensent qu'ils sont en risque, et du coup on intègre des indicateurs. Enfin, à quel point est-ce que cette réflexion intègre pleinement l'écosystème? Et aussi, est-ce que, quand même, j'aimerais qu'on sorte du pétrole, mais est-ce qu'on est sûr que c'est un vrai risque financier, ou encore une fois, est-ce que c'est plutôt la méthode Coué? Est-ce qu'on est sûr qu'à moyen terme, c'est en effet dangereux pour eux d'un point de vue purement pour un financier, je parle? C'est deux très bonnes questions, mais je vais répondre dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais commencer par le pétrole et après parler de la conscience du risque. C'est mieux dans ce sens-là, du coup. Par rapport au pétrole, bon, effectivement, il y a plein de projections de demandes différentes. Pardon? Non, c'est tout bon? En réalité, la question est plutôt celle de... je parlais d'un double enjeu. Le premier, c'était vraiment de limiter le risque, effectivement, de crise due à ces actifs échoués. Mais le second, et qui est pour l'instant à court terme le plus important, c'est de libérer des financements pour la transition, c'est-à-dire de ne pas dire, vu que ces financements-là, vu que la transition pourrait amener de telles pertes, on ne va pas investir dedans. Et en fait, l'enjeu, c'est de lever ces obstacles avant même de limiter les risques de crise. Donc la question n'est pas forcément de dire, est-ce qu'il y aura encore une demande de pétrole effective en 2050? La question est, comment on fait pour financer le fait qu'il n'y en aura plus? Voilà. Donc ça, c'est plutôt ce point-là. Sur à quel point l'écosystème aujourd'hui est capable de le prendre en compte, pareil, actualité récente, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a fait un discours il y a un mois à peu près pour demander à toutes les institutions financières et toutes les entreprises cotées de relever tout ce qui de révéler et de rendre public leurs données vis-à-vis des risques climatiques. Ça ne veut pas forcément dire les risques qu'elles font peser sur le climat, pas du tout, mais vraiment le risque que le climat fait peser sur elles, donc ce qu'on appelle des risques physiques sur leurs activités en termes de dégradation due au changement climatique ou autre, mais aussi risques de transition, donc dû aux politiques publiques qui seront menées. Et ça, c'est nettement moins facile à estimer, puisque ça va dépendre de l'ambition politique, et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire l'ambition politique est aussi augmentée par un moindre risque d'effondrement économique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire à laquelle je pense que tu pourras répondre.
Si je comprends bien, en fait, on suppose que c'est les banques qui peuvent financer la transition parce qu'elles ont délégation de la création de monnaie par la Banque centrale et que c'est elles qui contrôlent plus ou moins le système financier, mais que si elles financent la transition, elles généreraient des pertes immenses, ce qui les amènerait vers peut-être de la faillite pour certaines, et que donc il faut, si je comprends bien, s'arranger pour que les banques puissent financer quelque chose qui leur permette de financer la transition, sans faire faillite. Mais à la fin, est-ce que, après tout, si les banques faisaient faillite, ce serait peut-être une très bonne chose? Alors, comment dire? Elles auraient dû en 2008, elles auraient dû avec le coronavirus, il serait peut-être temps qu'on en finisse. Alors, pour moi, l'idée, mais c'est un autre point, mais pour moi, l'idée est simplement de dire, il ne faut pas du tout reproduire ce qu'on a fait en 2008 sur le fait de les sauver de cette façon, sans conditions, etc. Et d'ailleurs, dans le rapport, on détaille énormément toutes les conditions qu'il faut mettre en place pour organiser ce rachat d'actifs échoués. Par contre, elles sont un élément bloquant de la politique de transition dans tous les cas. C'est-à-dire qu'elles continuent à financer des actifs fossiles. Aujourd'hui, tous les jours, il y a plein d'études qui sortent par Oxfam notamment sur le financement des énergies fossiles. Comment dire, si on ne bouge pas, si on ne permet pas de les sauver entre guillemets de ce risque de transition à terme, en fait, tout ce qu'on fait, c'est maintenir le financement des énergies fossiles. Et la question, c'est toujours d'abord ce blocage, ensuite le risque de crise. Le risque de crise est plutôt les motiver à se débarrasser de ces actifs fossiles et à bouger. Parce que le premier élément, c'est de libérer des fonds. Et donc, la destruction du système bancaire, je veux bien, mais en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est 1,5 degré avant 2050. Enfin, 1,5 degré maximum d'augmentation. Voilà, l'accord de Paris. Ouais, on n'arrivera pas aux 2 non plus, tu vois, mais ça me paraît être plus urgent que ce démantèlement-là. Bonjour, je m'appelle Noé, je travaille avec un think tank qui s'appelle Point d'Ancrage, c'est un think tank qui a été créé en 2012, et je travaille sur le renouvellement politique et comment on fait monter des nouvelles figures, notamment à gauche. C'est un mouvement que Point d'Ancrage a étudié notamment depuis 2016. En 2016, il y a une initiative qui était la Civic Tech. L'idée, c'était un solutionnisme technologique pour renouveler notre démocratie. Et en fait, ça s'est assez vite heurté aux partis politiques et à un plafond de verre assez violent. Et ils se sont rendus compte que la technologie n'était pas la seule solution pour renouveler aujourd'hui nos pratiques. Aujourd'hui, en 2021, on vient d'écrire 2 notes sur les initiatives qui émergent, notamment aux États-Unis, en Italie et en France. Alors en Tunisie, je n'ai pas suivi, mais j'ai quelques exemples. Et donc l'idée de ces initiatives, c'est vraiment d'avoir un nouvel angle et de renouveler la pratique en le faisant à l'extérieur des partis politiques. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples d'initiatives. Il y a Investi, qui est un parcours de femmes par des femmes pour se former aux pratiques politiques et rentrer dans le jeu politique. Il y en a d'autres qui s'appellent le Collège citoyen de France, l'école de l'engagement, Open Politique, etc. Et donc, toutes ces initiatives-là ont globalement en commun des critères et une approche dans la méthode de formation et dans les profils. Les 3 grands critères que nous, on a identifiés, c'est d'abord l'authenticité, en disant que aujourd'hui, et au vu du jeu politique qui n'est pas du tout représentatif de notre société, personne ne nous représente mieux que ceux qui ont vécu les mêmes difficultés. Donc c'est vraiment cette idée d'authenticité-là. Le second, c'est le caractère local de l'engagement. En fait, on fait beaucoup plus confiance à quelqu'un dont on connaît les actions qu'aux promesses futures d'un candidat. Pas forcément qu'on le mette en opposition, mais on considère que c'est beaucoup plus intéressant de se fonder sur l'engagement et sur le vécu d'une personne qui, du coup, va construire quelque chose derrière qui nous semble cohérent. Et le troisième critère, c'est le collectif. Parce qu'on trouve aujourd'hui que la politique en France fait beaucoup au format portrait et au service d'ego parfois, alors qu'on estime que l'approche collective du phénomène est beaucoup plus intéressante en termes de politique publique et en termes de réformes qu'on peut mener. C'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis, qui a très très bien marché par exemple avec Alexandria Ocasio-Cortez, mais qui est en fait pas toute seule. Derrière elle, il y a un groupe d'élus, qui sont une dizaine, on les appelle notamment la Squad, avec Rachida Tlaib, Ilhan Omar, Aïna Pressley, etc. Et c'est ensemble qu'elles ont eu cette force-là. Oui, mais aux États-Unis, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et elle l'a fait d'abord en étant une outsider du parti. Et je pourrais en rediscuter si ça vous intéresse sur ce point-là précis.
mais aux États-Unis, il y a 2 organisations politiques qui ont poussé des candidats qui étaient à l'extérieur de, on va dire, de l'establishment du Parti démocrate, en ayant une approche extrêmement différente et en estimant que le Parti démocrate avait trahi ses promesses, arrêté de représenter les classes populaires et globalement les outsiders des politiques, et qui sont venus concurrencer des candidats démocrates extrêmement bien installés dans un système de primaire. Et c'est aussi la grande différence qu'on a avec le système français, et ça fait partie des analyses qu'on fait, qui est qu'on n'a pas ce système de préféré en France, et on n'a plus ce système avec 2 partis majoritaires. Et du coup, en France, on peut plus se permettre d'avoir, par exemple, une division sur le premier tour d'une élection, par exemple sur une législative, parce que si on fait ça, on divise un même spectre politique. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, et du coup, ça suppose un certain nombre d'adaptations, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Et ça partait d'abord d'un constat qui est que la classe politique aujourd'hui ne représente pas du tout la diversité des origines et des parcours de notre société, et qu'elle exclut ou oublie souvent les outsiders, les écorchés de la politique, donc les femmes, les classes populaires, les personnes LGBT, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes non blanches, etc. Et en partant de ce constat, nous, la question qu'on s'est beaucoup posée, c'est la capacité des initiatives à porter ces nouveaux profils et à recréer un lien qu'on estime avoir vu disparaître entre le monde militant et le monde politique. On estime que dans les années 60-70, il y avait un vrai lien entre des partis de gauche historiques comme le Parti communiste, le Parti socialiste, avec le monde syndical, universitaire, etc., et qui s'est peu à peu détruit aujourd'hui, parce que ces partis ont d'une part oublié certaines de leurs promesses, et par ailleurs, ils ont complètement lâché quelque chose qui nous semblait central, c'est la formation. C'est-à-dire que les partis politiques avaient quand même le rôle de former de nouveaux profils pour les faire rentrer dans le jeu politique et porter des nouveaux combats. Et c'est quelque chose qui a complètement été lâché. Et aujourd'hui, on estime qu'il est hyper important de recréer un lien entre ce monde militant finalement et ce monde politique. Et ça passe notamment par la formation, d'après notre analyse. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe souvent, c'est que les partis politiques ont tendance à rajouter sur leur liste des profils de la société civile, par exemple, qui n'ont pas forcément la marge ensuite à l'intérieur pour faire évoluer le fonctionnement de l'appareil partisan, et ça ne se traduit pas forcément par un bouleversement d'ampleur. Ce que nous, on estime dommageable là-dessus. Et du coup, on estime qu'il y a une responsabilité des partis politiques, mais aussi du monde militant et aussi des cercles de réflexion. Et dans nos analyses, on s'est beaucoup interrogé sur le rôle que devaient avoir les cercles de réflexion aujourd'hui. Or, dans un système où les partis politiques sont archipélisés et n'ont plus forcément besoin de cercles de réflexion qui leur proposent des idées concrètes sur tel et tel thème, nous, on pense qu'aujourd'hui, le modèle où on fait des notes et des tribunes n'est plus le meilleur modèle pour un think tank pour exister. Nous, on estime que c'est quelque chose qu'on doit continuer, bien sûr. On est les premiers à le faire. Tu vois, je dis ça dans une note. Donc, je fais une note pour dire qu'il ne faut pas faire que des notes. Mais on estime aussi qu'il faut qu'on évolue vers d'autres formats. Donc, des formats plus pédagogiques, des formats vidéo, mais aussi s'inscrire dans la recréation de ce lien entre monde militant et monde politique, ce que je disais tout à l'heure. Et ça, on estime que ça passe notamment par la formation. Que nous, un des rôles qu'on peut avoir comme think tank, c'est se mettre à cet endroit-là où justement il manque ce lien et commencer à recréer ce pont-là en proposant des formations, en proposant un accompagnement, une manière d'outiller des nouveaux profils qui n'ont pas forcément les capacités techniques sur certains aspects parce qu'ils n'ont pas été formés là-dessus, pour qu'ils puissent rentrer dans le jeu politique. C'est aussi un enjeu de comment on accompagne des mouvements aujourd'hui qui peuvent être spontanés et qui n'ont pas, encore une fois, ces outils-là. Comment nous on fait, comment on s'inscrit là-dedans. Et ça, c'est vraiment ce qu'on pense, mais ça pose plusieurs questions, et ça pose notamment la question du lien qu'on fait avec les partis politiques, qui aujourd'hui sont archipélisés dans une situation de faiblesse, et il y a une vraie question dans la manière dont on recrée des liens entre des partis politiques qui ont eu un rapport à la société civile qui a complexifié les choses et qui est souvent méfiant, et de l'autre côté, un monde militant où les militants se disent souvent on n'a pas envie d'aller salir en politique aujourd'hui parce que c'est la vision qu'on en a, et par ailleurs, on n'a pas l'impression que c'est là où on change les choses. Ça fait partie des questions qu'on se pose effectivement, et comment on refait l'éducation populaire à tous les niveaux. Et le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de financement, parce qu'aujourd'hui, si certains think tanks comme la Fondation Jean Jaurès sont assez bien financés, ce n'est pas le cas d'un grand nombre de forces. Et ça tient aussi au fait qu'il y a une archipélisation des structures partisanes qui n'ont plus les moyens de financer des mouvements à gauche. Et donc ça nous interroge sur la manière dont on peut le faire. Est-ce que c'est du mécénat? Est-ce que c'est des subventions? Comment on trouve des soutiens financiers hors subventions? Est-ce qu'on s'inspire d'autres pays avec de la levée de fonds, du micro-don, etc.
par exemple, en parlant des États-Unis tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont réussi à faire de manière assez fascinante aux États-Unis. Justice Democrats, le mouvement qui a poussé Alexandria Ocasio-Cortez et la Squad, ils ont levé 2,3 millions d'euros 2,3 millions de dollars, pardon, en un an, ce qui est absolument énorme pour ce genre de structure. Mais le modèle de microdon ne fonctionne pas forcément en France. Et du coup, ça suppose un certain nombre d'adaptations. Et si vous avez des questions sur tout ça, ce sera avec plaisir. Le modèle du microdon, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément toutes les réponses. Mais ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Et aux États-Unis, il y a aussi une vraie culture du don, du mécénat, de la subvention, justement de la subvention privée, qui n'est pas le cas en France. Et avant, on fonctionnait beaucoup, d'une part avec les partis politiques et d'autre part avec les subventions publiques. Suggestion, vous faire connaître, tout simplement. Les gens ne vous connaissent pas. Disent, attendez, moi, j'apprends ici ce que je ne savais absolument pas auparavant. Et je me posais toutes les questions qu'on a discutées maintenant. Et attendez, les gens qui sont un petit peu éveillés politiquement, mais ils ne savent pas que vous existez. Et je parle comme ça parce que je veux dire que quand on vient de la campagne, voilà quoi. Et donc j'insiste, puisque j'en suis là, c'est hyper important la façon dont on parle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, c'est si un vrai enjeu Si je pour parle comme ça, c'est pas pareil que si je parle comme ça. Voilà. Et là, ça résonne différemment dans les têtes. Non? Alors, les formations ne sont pas sur YouTube. Le nom du think tank s'appelle Point d'ancrage. Vous pouvez le retrouver sur Twitter ou sur le site internet. Et on travaille avec un nouveau média qui s'appelle Blonde News, avec lequel on a créé une émission Blonde News, voilà, qui est une chaîne YouTube et une page Instagram, et avec lequel on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle La Relève, dans laquelle l'objectif c'est d'inviter des nouvelles figures, des nouveaux profils à gauche qui portent ce genre de sujet. Et non, c'est différent. Oui, de non. Moi, j'ai une question. Alors, je vais commencer par faire un peu de provoque. Moi, je fais partie d'un parti et je viens au Festival des idées. Pardon, excusez-moi, ça fait 2 fois. Bon, je suis en province et je me sens très éloigné de ce monde politique au niveau national. Et donc, j'entends beaucoup de critiques des partis. Mais en vrai, moi, mon activité militante dans un parti, c'est sur le terrain, dans des luttes. Et du coup, c'est étonnant de voir, je vous donne mon ressenti, un environnement très parisien qui fait des critiques du parti, mais en fait, on a l'impression que vous critiquez parfois souvent le fonctionnement national que vous pouvez fréquenter. Je ne vous vise pas individuellement, mais ce que j'ai vu sur le festival. Alors que moi, au niveau local, on est sur les luttes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais voilà. Et du coup, ça me pose une question sur, vous avez dit la posture des think tanks. Est-ce que vous pourrez développer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des organisations très horizontales maintenant. Moi, par exemple, je suis chez Europe Écologie Les Verts, où on est connu pour être assez en bazar à cause de ça, mais il y a d'autres orgas écologistes qui sont très horizontales. Et donc, comment est-ce que maintenant vous allez finalement vendre vos idées à des organisations plus horizontales, puisque vous n'avez pas forcément un chef ou une chef tout puissant à qui vous allez glisser un cocktail votre rapport. Enfin, comment est-ce que vous allez faire avancer les idées là que vous proposez pour des choses plus horizontales? Sur la première question et sur le rapport au local, je suis tout à fait d'accord. Nous, on critique, ce dont on analyse, c'est beaucoup sur les stratégies nationales de ces partis politiques, alors qu'au niveau local, on observe autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que les partis politiques se sont asséchés et que le militantisme aujourd'hui a évolué. Beaucoup de militants se disent aujourd'hui, et c'est aussi une fracture générationnelle, qu'ils ne vont plus militer dans des partis politiques parce qu'ils ne s'y reconnaissent plus, parce qu'ils estiment que ce n'est pas là où c'est efficace. Et du coup, on est en train d'évoluer vers un militantisme qui correspond à des causes beaucoup plus identifiées, par exemple la cause climat, contre les violences sexuelles, etc., et moins un militantisme global que ce que proposaient parfois les partis politiques. Et il y a un vrai enjeu pour recréer ce lien-là et pour expliquer que oui, au sein des partis politiques, il y a des choses qui sont possibles. Et nous, on essaye de refaire ce pont entre monde militant et monde politique pour qu'on construise des projets ensemble et qu'on se réunisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pour nous un enjeu énorme à gauche pour bosser ensemble, faire des choses ensemble. Nous, c'est ça qu'on porte. Ce n'est pas tellement de le faire au sein d'une organisation militante ou dans un parti politique. À la limite, honnêtement, on s'en fout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on bosse ensemble là-dessus. Et sur la deuxième question, par rapport au rôle des think tanks, etc.,
Nous, notre théorie, justement, c'est qu'on doit être des forces d'accompagnement pour pousser des projets et leur donner les outils. Et à Point d'Ancrage, on a un fonctionnement assez horizontal, on est assez petit et donc assez agile là-dessus. Et pour pousser nos idées, par exemple, dans les partis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des rencontres avec les différents représentants, en leur proposant, en ouvrant des canaux de discussion. Et après, s'ils le saisissent, tant mieux. S'ils ne le saisissent pas, tant pis. On fait la même chose avec différentes initiatives. On l'a fait avec Investi, avec le Collège citoyen de France, etc., avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on travaille, du coup. Et on ne peut pas forcer ces canaux de discussion, mais on les ouvre et on voit ensuite avec qui on peut avancer. Vous avez fait référence. Ok. Vous avez fait référence aux années 70 et effectivement, il y avait beaucoup de partis d'extrême gauche, PSU, voire LCR, tout ça, qui alimentaient en idées, qui alimentaient les partis politiques. Aujourd'hui, ben, c'est vrai que les partis politiques sont un peu pauvres en idées. Je fais le lien avec Cécile Duflot a fait référence au pacte du pouvoir de vivre qui réunit des associations, des syndicats, mais j'ai pas l'impression que les partis politiques s'en saisissent. Alors honnêtement, je ne sais pas comment je peux vous répondre à cette question-là parce que je ne peux pas vous dire pourquoi les partis politiques s'en saisissent ou pas. Je ne sais pas comment vous répondre là-dessus. Je suis d'accord avec vous, je fais les mêmes constats, mais je ne sais pas pourquoi. Pardon, je me permets de répondre en quelques secondes juste parce que je travaille pour, je travaille pour Boris Vallaud qui s'occupe des questions d'idées au Parti socialiste. Et c'est vrai que c'est un peu rageant d'entendre, pas vous en particulier, mais c'est quand même un discours très dominant sur le fait qu'il n'y a plus d'idées dans les partis et que par ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Et alors je comprends pourquoi ça existe aujourd'hui, c'est parce que on a beaucoup trahi, parce que le monde médiatique est concentré aussi sur la guerre d'ego, les questions d'accord. Mais par exemple, sur le pacte du pouvoir de vivre dont vous parlez, c'est très amusant parce que, en fait, c'était un petit peu une compilation de ce que les groupes à l'Assemblée ont fait pendant 4 ans dans l'indifférence complète. Et c'est vrai que c'est le coup d'œil Hulot-Berger qui fait que tout le monde en parle et trouve ça très intéressant. Et c'est super, mais c'est vrai que si les médias s'intéressent un peu plus à ce qui se passe, par exemple, dans les groupes à l'Assemblée au quotidien, les propositions de loi des députés qui passent à la trappe parce qu'ils sont en opposition, hein, c'était déjà très construit, très travaillé. Et voilà, petit coup de pub. Donc, Boris Vallaud fait un bouquin sur les idées. Et les questions des journalistes politiques étaient que sur vous voulez soutenir Hidalgo, Montebourg, et alors les Verts et les filles, et jamais sur les idées. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi, nous, militants ou sympathisants, sortir de ce discours médiatique sur il n'y a plus d'idées à gauche. Voilà. Pardon Nina, je me permets de répondre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Théo Iberaken et j'interviens au nom du think tank Hémisphère Gauche pour vous présenter une note sur la taxation du capital au niveau européen pour sortir de la crise et financer la sortie de crise, une forme d'impôt sur la fortune, d'ISF, au niveau européen. Alors pourquoi avoir rédigé cette note au début de cette année et pourquoi faire le choix aujourd'hui de vous la présenter? Je dirais que c'est pour 2 raisons. En premier lieu, on pense que les modalités de financement de l'action publique sera une question clé seront une question clé pour les prochaines années, suite particulièrement à la crise du Covid-19, vous savez, qui a creusé le déficit public, qui a demandé des moyens considérables, que ce soit au travers du chômage partiel, que ce soit les prêts garantis par l'État. Et je rappelle, pour avoir un chiffre en tête, que le déficit français en 2020, c'était 9,2% du PIB, des chiffres qu'on voit assez rarement en temps de paix, voire jamais. Et deuxième enjeu qu'on identifie, en parallèle donc, de cette question du financement de l'action publique, je fais un petit aparté, mais le financement de l'action publique, ce n'est pas simplement la réponse à la crise sanitaire, mais il y avait des besoins qu'on identifiait avant.
évidemment de financement de la transition écologique qui vont demander des investissements colossaux et qui demandent des moyens financiers. En parallèle de cette question donc, de financement, il y a un deuxième sujet qui, je pense, est au cœur des préoccupations, c'est celui des inégalités. Inégalités qui avaient d'ailleurs augmenté massivement suite à la crise de 2008, avec aussi des tendances de fond de très très long terme, et qui ont finalement explosé avec la crise sanitaire. Je prends deux exemples aux deux extrémités de la distribution des revenus, avec, on le disait dans les médias, que la crise sanitaire avait conduit à une augmentation de l'épargne des Français, mais ça, c'est avoir une approche très générale et très globale. Dans les faits, quand on regarde les 2 premiers déciles de la population française, les personnes ont désépargné, ont pioché dans leur épargne, voire se sont endettées. Et de l'autre côté, la distribution des revenus ou du capital, on remarque que la crise sanitaire, pour des raisons structurelles, et il ne faut pas non plus, c'est pas forcément le résultat d'une spéculation sur la crise sanitaire, mais parce que lorsque vous avez l'épargne qui augmente, ça tire vers le haut les actifs financiers, c'est ainsi que l'économie fonctionne. Et donc des grandes fortunes, je crois que Challenge avait publié cette semaine un certain nombre de chiffres, plus de 30% de richesse pour les 100 plus grandes fortunes françaises, de l'ordre de 1000 milliards d'euros. Donc des inégalités qui avaient déjà tendance à augmenter, et une crise sanitaire qui les fait exploser, et qui les rend aussi d'autant plus saillantes du point de vue symbolique, au-delà de la question financière, la question économique, avec par exemple le confinement qui a été une expérience inédite, très mal vécue par une partie de la population, d'autres qui s'en accommodaient très bien. Et donc pour toutes ces questions, il y a, je pense, un enjeu pour la gauche sur les prochaines années à répondre donc sur la question du financement, comment financer l'action publique, une action publique ambitieuse qui conserve notre modèle social, qui finance la transition écologique, et parallèlement la question des inégalités. Et ce qu'on remarque aujourd'hui dans le débat public, c'est que des propositions ont été formulées, en particulier que ce soit du côté du gouvernement, on dit que la croissance combinée avec la stagnation de la dépense publique fera qu'on arrivera à amortir le coût de la crise sur 10 ans, 20 ans, sans poser jamais la question fiscale. Et puis de l'autre, à gauche notamment, il y a cette question de l'annulation des dettes qui est intéressante, qui a le mérite de remettre au cœur du sujet la question monétaire, des modalités de financement du circuit financier. Donc ça, là-dessus, c'est louable, c'est intéressant. Mais encore une fois, l'angle mort, c'est encore cette question d'égalité. Parce que, et c'est là ce que je trouve intéressant dans ces débats, c'est que la fiscalité, finalement, elle est vue comme un vieil outil, inadapté. On a tous intégré le fait, quelque part, le discours selon lequel la fiscalité, c'est un peu old school, c'est un peu vieille école, c'est un peu la vieille gauche des années 50, des années 60, et donc surtout, il ne faudrait pas y toucher parce que c'est se retrouver un petit peu comme étant le grand malade de l'Europe qui a rien compris, qui fait... Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'au contraire, il faut réinvestir le sujet de la fiscalité. Et de l'adapter, cette fiscalité, à la donne contemporaine, qui est celle d'une explosion des grands patrimoines privés. Et c'est la raison pour laquelle on juge aujourd'hui que ça peut être intéressant de mettre en place et d'affiner, de renforcer notre fiscalité du patrimoine qui est aujourd'hui mal ficelée, qui est un petit peu diverse et mal établie aussi au niveau européen. Et là-dessus, on a pu s'appuyer sur une note qui a été publiée par Gabriel Zucman, Camille Landais et Emmanuel Saez, donc après, lors du premier confinement, donc en 2020, et qui avait donc mis un certain nombre d'idées sur la table pour prélever un impôt au niveau européen sur le capital. Et nous, on a souhaité un peu opérationnaliser cette idée, essayer d'en aller au bout. Et notre plan, le plan qu'on propose, il est assez simple finalement. C'est qu'à la fois, il s'appuie donc sur cette idée d'un impôt européen sur le capital avec un barème progressif qui ciblerait seulement les 1% des patrimoines les plus élevés en Europe, c'est-à-dire un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros. Donc on parle quand même d'une infime minorité de la population européenne. Progressif, c'est-à-dire que le taux serait de 1% entre 2 et 8 millions, de 2% entre 8 millions et 1 milliard, et de 3% au-delà.
Et temporaire, pourquoi? Pour le lier à la crise. Et de dire que c'est une réponse à la crise, une réponse économique et aussi une réponse symbolique, temporaire aussi, pour accroître nos chances d'obtenir un accord au niveau européen sur le sujet. Et en parallèle, on reprend une idée qui a été portée par le gouvernement et par une partie de la classe politique, celle de cantonner les dettes. Qu'est-ce que ça veut dire cantonner les dettes? Se dire, bah voilà, on met dans un panier, on dit, bah voilà, ça, ce sont les dettes de la crise. Et on a fait nos calculs pour l'année 2020 pour les 10 plus grands émetteurs de la zone euro, donc les 10 pays, les 10 principaux pays, on va dire, de la zone euro, la France, l'Allemagne, l'Italie. Le montant est d'environ 610 milliards d'euros de dettes supplémentaires générées pour financer les mesures lors de la crise sanitaire. Et quand on met ces deux choses en face, d'une part donc les 610 milliards dont je viens de parler, et d'autre part ce qu'on pourrait prélever comme ressources grâce à cet impôt qui finalement, enfin, les taux sont très raisonnables, hein, on parle pas de... Très franchement, c'est plutôt, c'est très réformiste hein, comme mesure. Hein. On parle de taux quand même assez raisonnables. On pourrait absorber le coût de la crise en 6 ans, parce qu'on lèverait ainsi 117 milliards d'euros. Et encore, nos estimations sont assez conservatrices. Pourrait lever plus de 100 milliards d'euros par an et donc absorber le coût de la crise en 6 ans. Et quand on dit ça, on n'est pas là pour dire la dette c'est mal et nous on est les premiers, notamment dans notre blog logé chez Alternative Économique, à dire qu'avoir une dette à 120% du PIB, c'est pas grave, on peut tout à fait s'en accommoder. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui d'augmentation des taux d'intérêt, tant l'épargne est abondante. Mais néanmoins, l'action publique, pour se projeter sur le long terme, elle a besoin de ressources stables, sans conditions. Et le meilleur moyen, ça reste la fiscalité et ça reste l'impôt. Je ne sais pas combien de temps il me reste, 1 minute, donc j'approche la fin. Et donc, ce qu'on a voulu écrire dans cette note, c'est de dire qu'il y a à la fois des arguments économiques en cette faveur. Un argument qu'on a essayé d'apporter, c'est sur le patrimoine. Paradoxalement, on divise l'Europe entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, une Europe du Nord qui serait très riche, une Europe du Sud qui serait à la traîne, mais quand on regarde d'un point de vue patrimonial, l'Europe du Sud est très riche. L'Italie, vous avez des fortunes considérables de grandes familles italiennes qui possèdent des ressources et malheureusement, elles ne sont pas taxées justement parce qu'il y a une crainte de faire fuir ces fortunes si l'Italie seule ou la France seule ou l'Espagne seule le ferait. Et le deuxième élément, c'est un plaidoyer politique, cette note, c'est de dire que les conditions sont réunies potentiellement pour aboutir à un tel accord. Et je vais conclure là-dessus. Quand on voit Joe Biden qui met en place des mesures fiscales quand même ambitieuses pour un pays comme les États-Unis, quand on voit le champ économique, le FMI, quand même institution connue pour avoir prôné des politiques libérales lors des prochaines années, qui dit pour financer la sortie de crise, envisagez les États, envisagez, s'il vous plaît, une fiscalité sur le patrimoine. Je pense que les conditions n'ont jamais été autant réunies pour porter ce discours au niveau européen. Je conclurai là-dessus et je peux répondre aux questions. Au niveau du vocabulaire, c'est vrai que les mots fiscalité, taxe, c'est plus la peine. Faut plus employer ces mots-là, à mon avis. Oui. Je parle des gens qui sont susceptibles de voter. Hein. Donc, ce serait peut-être pas plus mal de chercher des synonymes, enfin, des façons d'expliquer les choses, de retourner à contribution. Je sais pas. Oui, sur la question du vocabulaire, je vous l'accorde volontiers. Il y a sans doute un enjeu, effectivement, trouver quelque chose de plus séduisant et de plus susceptible de recevoir un avis favorable. Mais il faut aussi dire qu'on pourrait tout à fait accompagner ce type de mesure par une baisse de la fiscalité sur les revenus des ménages. Donc, je pense aussi qu'il y a un enjeu de répartition. De répartition de la contribution à l'action publique et effectivement d'autres mots comme contribution seraient sans doute préférables. Oui, ça vient de ce côté-là. Alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, moi je pense qu'il y a une nécessité
j'ai parlé des revenus tout à l'heure, mais à avoir une meilleure distribution des patrimoines. Ça, il n'y a aucun souci. Je pense on est très nombreux à se retrouver là-dessus. Le point sur lequel, qui me pose problème et sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est un point tout bête, mais qui, je pense, perturbe beaucoup de raisonnements économiques et du coup politiques. Hein, c'est que pour aller, et dans ta présentation, tu as parlé des inégalités. Dans le bas, c'était des revenus, dans le haut, c'était des patrimoines. Je veux dire, on ne peut pas mélanger les deux. Je veux dire, faut faire attention. Enfin, je veux dire, on peut pas. Les revenus, c'est un flux. Le patrimoine, c'est un stock. Non, mais je veux dire. Et donc, quand on a comme proposition de financer des flux en taxant le patrimoine, ça me pose une difficulté. Enfin, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et je pense, je termine juste très brièvement là-dessus. On pourrait en discuter peut-être séparément. Mais je crois qu'on crée aussi une forte illusion. C'est-à-dire que c'est clair que, enfin, grosso modo, à l'échelle de la planète, il y a un équivalent patrimonial qui doit faire 6 années de PIB. Hein, je veux dire. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on pourrait mobiliser comme ça pour financer des ressources, sauf que ce n'est pas vrai. C'est un stock et qu'on ne pourra jamais consommer que le PIB, que les revenus, et que ce qui est produit une année donnée. Donc, je pense que ça peut nourrir une illusion. Je termine là-dessus brièvement parce que je suis un peu long. Ça peut nourrir une illusion qu'on peut financer à peu près tout et n'importe quoi en taxant le patrimoine. Je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, mais voilà. Non, là-dessus, peut-être juste très brièvement sur le patrimoine. Effectivement, il ne faut pas confondre les flux et les stocks. Le revenu, c'est un flux. La dette et le patrimoine sont un stock. L'enjeu, c'est vrai que nous, on l'a présenté comme un cantonnement et comme un moyen de rembourser la dette à un horizon donné. Et c'est vrai que là-dessus, on reprend un discours ambiant qui est peut-être source de confusion entre flux et stock, et ça, je l'accorde volontiers. Mais un autre enjeu, et sur lequel on revient sur la note, c'est effectivement sur la répartition du patrimoine. D'un point de vue, quand on projette et qu'on parle uniquement en termes patrimoniaux, il y a un vrai sujet aujourd'hui pour l'action publique et qui est assez troublant, c'est que effectivement 6% de PIB pour le patrimoine, donc quand on compare, enfin 6 fois le PIB, donc 600% quand on compare le patrimoine au revenu. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on voit depuis le début des années 2000, c'est qu'aujourd'hui, ce patrimoine, il est exclusivement du fait du privé. C'est-à-dire que la contribution nette du public dans la part de ce patrimoine, elle est de 0. Et elle devient même négative dans un certain nombre de pays, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, où on voit que le poids des dettes, donc on met l'actif d'un côté, tout ce que possède un État, d'actifs matériels, d'immatériels, et parallèlement on met le poids des dettes, et vous avez des pays qui aujourd'hui, des pays développés, qui aujourd'hui ont un poids des dettes, donc projection patrimoniale uniquement, plus élevé que leurs actifs. Précisément parce que, du fait de privatisation, du fait de fiscalité moins contraignante, et la fiscalité, il y a quand même un lien, parce que le patrimoine, c'est la somme des revenus passés. Donc les deux aussi peuvent parfois se rejoindre. Et là-dessus, dans notre proposition, il y a aussi un enjeu de rééquilibrer la répartition du patrimoine entre ce qui relève du public et ce qui relève du privé. Oui, moi je voulais juste répondre rapidement parce que l'annulation des dettes a été plusieurs fois mentionnée et donc l'Institut Rousseau travaille énormément dessus et c'est un des points de divergence qu'on a avec Hémisphère Gauche, alors que par plein d'autres aspects on travaille beaucoup ensemble. Alors, on a commencé ce débat en off autour d'un café hier matin, mais du coup je me permets de le poursuivre sur le fait qu'à aucun moment il faut, je pense, opposer l'annulation des dettes et ces réformes de la fiscalité. Déjà parce qu'une annulation de dette partielle sur certains investissements, notamment dans la transition écologique, ne se substitue pas à un assainissement entre guillemets de la fiscalité ou à une fiscalité plus élevée sur le patrimoine. C'est la première chose. La deuxième, c'est que tu as mentionné des dépenses pour la transition écologique qui sont extrêmement élevées, bien plus élevées que ce qu'on voit. Elles ont été chiffrées par I4CE, par le gouvernement. Ça ne suffit pas, on va dire, à une rentrée d'argent fiscale aussi grosse sur les réformes pour financer à un instant T une réponse à une urgence sur un investissement colossal qui après s'étendra sur plusieurs années. Et ceci d'autant plus que la fiscalité a un énorme défaut, c'est qu'elle entérine une situation économique donnée. Or, on est dans une logique de transition où certains secteurs vont disparaître, certains emplois vont disparaître, une certaine partie du patrimoine va probablement muter de
parties de la population à d'autres, et comment construire des recettes fiscales durables permettant d'avoir ces investissements alors même que la structure économique bouge. Ça me permet pour moi de dire que une partie de l'annulation des dettes publiques uniquement, et dont on a déjà parlé, qui est une proposition de l'Institut Rousseau, permet en partie de répondre à cet enjeu. Voilà. Oui, non, mais, j'accorde volontiers le fait que on peut tenir les deux discours en même temps sur l'annulation des dettes et celui sur la fiscalité, et les deux ne s'opposent pas, et si je les ai opposés, c'est malheureux de ma part. En revanche, c'est vrai que là où, et ça fait le lien un peu avec ce qu'on vient d'évoquer sur le patrimoine et sa répartition, le recours à la fiscalité a quand même un avantage du point de vue patrimonial, c'est d'opérer un transfert du privé vers le public. Là où l'annulation des dettes, telle qu'elle est proposée par un certain nombre, par l'Institut Rousseau notamment, de mon point de vue, ça reste un transfert intra-public, parce que les banques centrales sont détenues par les États. Et je trouve, peut-être que tout à l'heure, lorsque j'ai mélangé flux et stock, ça a pu paraître susciter des confusions. De la même manière, je crois que dire qu'on peut financer tous ces sujets de manière ambitieuse sans léser personne et sans à un moment poser la question de la répartition des richesses me paraît être erroné et aussi peu porteur d'un point de vue démocratique, parce qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la répartition. Et parallèlement à la fiscalité, bien sûr, il y a d'autres outils. Et je ne dis pas qu'avec simplement la fiscalité, on pourra financer tous les grands enjeux, que ce soit la transition écologique ou la réponse à absorber les cas de crise. Et il y a bien sûr l'endettement. Le fait de s'endetter, ça reste quand même... Non, mais l'endettement, le problème, c'est quand on s'endette à la Reagan pour financer des crédits d'impôt aux plus riches ou aux grandes entreprises, ça, c'est un sujet. Mais quand on s'endette pour absorber un choc économique du fait notamment d'une pandémie, ou quand on s'endette pour financer des investissements qui, à l'actif, et c'est là où la vision patrimoniale est importante, si vous endettez, mais ça vous permet, sur les 30 années qui suivent, en tant que ménage, par exemple, de ne pas payer le loyer, c'est un investissement qui est et pour l'État, c'est pareil. Enfin, la comparaison ménage-État, il ne faut pas en abuser parce que ça peut mener. Mais là-dessus, je crois qu'elle est pertinente sur ce point. Je conclue là-dessus. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kevin Vacher, je suis militant sur la question de logement à Marseille. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous présenter la démarche de la rencontre des justices. Et au début, j'avais un petit peu peur d'être un peu en décalé par rapport à la revue des think tanks. Le mot think tank n'est pas forcément un terme qu'on utilise beaucoup pour nous définir entre nous à la rencontre des justices. On se considère plutôt comme un incubateur citoyen. Je vais revenir pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Mais le mot think tank nous parle quand même, et c'est un des termes qu'on a utilisé pour nous définir. Et en fait, en écoutant la discussion qui a eu lieu juste après l'intervention de Noé, justement sur la critique et l'autocritique de ce que sont les think tanks et leur fonctionnement, leur rôle dans l'écosystème des mondes militants, je pense qu'au contraire, mon intervention peut-être pourra apporter quelques éléments. Donc, la rencontre des justices, on pourrait dire qu'on a un think tank qui ne produit pas de nouvelles idées, en fait. C'est assez particulier, mais qui a pour objectif plutôt de faire synthèse dans un contexte où il y a un foisonnement d'initiatives. La revue des think tanks, d'ailleurs, est là justement en faisant ce constat-là. Il y a un foisonnement d'initiatives également, qui sont celles dont Noé parlait, de renouvellement de la façon de faire la politique, des figures politiques et des idées politiques. Donc notre objectif à nous, c'est plutôt de faire se rencontrer toutes ces initiatives, et notamment en partant aussi d'un constat qui est qu'aujourd'hui, tant du côté du monde activiste, des activistes de la justice sociale et climatique et de l'égalité, que du monde de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et solidaire, qu'il y a des volontés, des velléités de converger, de se retrouver et de cesser la dispersion pour participer à cette dynamique de renouvellement ensemble. Donc, la rencontre des justices a été créée pour ça, a été créée pour accueillir un petit peu tout ça, en tout cas contribuer à accueillir plutôt, pour avoir un petit peu d'humilité, et d'essayer de mélanger tout ça et faire des synthèses, différentes synthèses, des plus immédiates, et j'y reviendrai à la fin, aux plus macro-politiques, en tout cas tenter d'aller vers une macro-politique qui manque aujourd'hui du fait de la crise des utopies et de la crise des gauches d'un point de vue historique, quoi. Donc qu'est-ce que fait la rencontre des justices et quelle est notre démarche plus exactement? On est parti d'un constat que je vais essayer de définir peut-être en 3 points. Le premier point, c'est que aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui, dans ces deux grands mondes des activistes et des entrepreneurs, une nouvelle génération qui a commencé à émerger dans la décennie 2010, qui sont des gens qui sont en général des trentenaires ou autour de ça,
qui ne s'étaient pas forcément rencontrés auparavant, mais qui spontanément ont interprété le monde avec une certaine récurrence assez intéressante de certains principes politiques qui sont pour certains dans la continuité, dans l'héritage de l'histoire de la gauche, et pour certains qui ont renouvelé beaucoup le logiciel de la gauche, qui sont, qu'on nous on identifie en 4 points, qui sont une rupture franche avec le nationalisme et le libéralisme, bon, assez classique, une appétence très forte pour la démocratie réelle, qui est quelque chose qu'on identifie notamment à partir des printemps arabes, du mouvement des indignés, des gilets jaunes, etc., qui est quelque chose qui dans les années 2010 a énormément émergé, qu'on retrouve dans son pendant économique aussi avec l'émergence d'une nouvelle ESS. Le troisième point étant l'horizon d'écologie sociale, avec une différence peut-être par rapport à l'ancienne gauche, c'est que ce débat-là dans les jeunes générations n'est plus un débat, en fait, là où il a été longtemps quelque chose d'assez complexe à nouer, à dénouer pour les anciens partis politiques. Et la dernière chose, c'est une lecture des discriminations, des rapports de domination, qu'ils soient racistes, sexistes ou de classe, ensemble, en les pensant ensemble. On utilise beaucoup le terme d'intersectionnalité dans le débat public aujourd'hui. C'est un terme qu'on essaie de s'interdire d'utiliser parce qu'il prête beaucoup à confusion à cause du débat public, mais il est quand même plutôt juste. Donc, premier constat, il y a cette nouvelle génération-là. Deuxième constat, il y a une énorme crise des partis politiques qui aujourd'hui ne sont plus des référents, et je pense que le Festival des idées en témoigne par son existence, du fait qu'il y a un gros questionnement de l'ensemble des mouvements militants et dont les partis politiques sur leur propre rôle. Et par ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire que les partis politiques ne produisent plus d'idées, mais néanmoins produisent moins d'idées. Et je pense qu'il y a une interrogation justement sur les think tanks. Avant de préparer cette intervention, je me suis un peu remis dans des lectures de la sociologie des problèmes publics et notamment sur les think tanks. Ce qui est criant dans l'existence des think tanks, c'est que c'était à un moment donné, leur émergence aux États-Unis et en France dans les années 2000, ça a été le fait que les partis politiques étaient plus en capacité, par manque de dynamisme, enfin, pour plein de raisons structurelles qu'on pourrait prendre 3 heures à expliquer, mais on sous-traitait, entre guillemets, il y a des sociologues qui utilisent ce terme sans aucun problème, on sous-traitait aux think tanks le fait de réfléchir des idées. Avec un problème que ça pose énorme, qui est que les think tanks sont quand même très situés socialement dans leur composition sociale, alors plus ou moins, parce que par ailleurs, je pense qu'ici, justement, on a des exemples peut-être moins caricaturaux que beaucoup d'autres think tanks, mais néanmoins, globalement, ils sont très situés, de classe moyenne, de gens qui sont très habitués au code politique finalement, et qu'en fait, on perd quelque chose là-dedans, dans cette sous-traitance, c'est que les partis politiques avaient au moins l'avantage d'avoir un ancrage social extrêmement puissant à une certaine époque, et une capacité de mise en dialogue de ce qu'on appelait des intellectuels organiques, avec des bases sociales et militantes assez massives de dizaines ou de centaines de milliers de personnes. Bien sûr, non, mais je parle d'avant, mais voilà. Mais bon, ça a été quand même le cas des grandes organisations ouvrières, quoi. Et troisième et dernier point d'élément de contexte, c'est le fait qu'il y a quand même une disponibilité dans cette réémergence de la question démocratique, une disponibilité de beaucoup de mouvements d'initiatives citoyennes qui ne disposent pas de leur propre think tank, on va dire. Et pourtant, c'était une réflexion pendant le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, qui a existé. Mais si on prend, j'ai 3 exemples que je prends en général, si on prend le mouvement des Gilets jaunes, et ce sont 3 exemples très différents, les Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat, ou mon exemple, moi, de militantisme sur le logement à Marseille, où on a écrit de la politique publique à la place de l'ancienne mairie et qu'on l'a imposée avec des personnes concernées par le mal logement. 3 exemples très différents, mais il y a quelque chose dans l'air du temps sur le fait que les initiatives citoyennes d'écriture de politique publique, d'écriture d'idées et d'imposition de ces idées-là, donc tout le thème de l'intelligence collective, de l'expertise citoyenne, etc., c'est quelque chose quand même qui aujourd'hui existe de façon récurrente, mais qui n'a pas encore les moyens d'exister, de se hisser au niveau nécessaire. Petite parenthèse, par ailleurs, c'est pas non plus, là j'ai pris 3 exemples très récents, pour être militant dans le monde des quartiers populaires, l'éducation populaire et l'émergence du monde associatif des années 80 dans les quartiers populaires avaient déjà fait ce travail-là énormément, justement parce qu'il y avait cette rupture avec les partis politiques et donc une nécessité de faire par soi-même de l'expertise citoyenne. Et là, les quartiers populaires nous apprennent beaucoup sur ce type de dynamique. Donc voilà le contexte, et la rencontre des justices, comment est-ce qu'elle essaie de répondre à ça? Elle essaie de se placer dans cette continuité-là, donc nouvelle génération, nouveau logiciel politique, initiative citoyenne, etc. Et je le disais tout à l'heure, de ne pas produire de nouvelles idées, mais plutôt d'essayer de les rassembler. En se disant, s'il y a tout ce foisonnement-là d'initiatives démocratiques, de mouvements qui ont envie de se rencontrer dans l'entrepreneuriat, dans l'activisme, la justice sociale, la justice climatique, etc., la première chose, c'est d'essayer de faire ensemble, de mutualiser les moyens. Et donc, il fallait un espace, et ça a été notre démarche,
un espace qui essaie de prouver que c'était pertinent de le faire, en fait, déjà tout simplement, et d'essayer de mettre en place les méthodes adéquates pour pouvoir avancer sur le long terme. Alors, la rencontre des justices est pas mal connue, si vous connaissez déjà la rencontre des justices, pour le fait qu'on ait fait émerger, entre autres, avec d'autres acteurs, la prière populaire, qui a été en fait un événement assez anecdotique pour nous, nécessaire parce qu'on pensait que pour 2022, il y avait besoin de ça et que ça est ressorti de nos débats. Mais en fait, la rencontre des justices, au-delà de 2022, se positionne plutôt dans un temps très long, en se disant qu'en fait, sur 10 ans, il faut que ce mouvement, cet espace existe et qu'il se répète tous les ans et qu'il puisse accueillir tous ces acteurs pour discuter de politique, trouver des idées communes, rassembler nos idées et essayer de les porter comme un contre-pouvoir de la société civile face ou en coopérant avec le futur gouvernement. Donc on travaille beaucoup par itération, par facilitation, en essayant d'axer beaucoup sur la formation et la co-formation entre ces différents mouvements. Et on fonctionne de manière assez perturbante par rapport à ce que sont les think tanks, c'est-à-dire qu'on fonctionne de manière purement par en bas et purement ascendante en essayant d'identifier les points communs. On est très très proche des mouvements d'organizing, on est très inspiré par ce qui peut être fait à ce niveau-là et de l'idée que l'écoute et l'humain et la patience, de là peut émerger des transversalités importantes. Et je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on a produit concrètement de tout ça? Le premier document qu'on a produit s'appelle les objectifs des justices, qui est une sorte de version société civile et plus radicale des ODD de l'ONU. Les ODJ 2030 étaient une référence très claire aux ODD de l'ONU, qui est un document qui liste 120 victoires et 30 objectifs des justices à obtenir d'ici 2030. Et qui en fait est un document qui, j'ai l'habitude de dire en manière un peu cynique sur nous-mêmes, qui n'est pas si intéressant que ça, si ce n'est qu'il a l'intérêt d'avoir réuni plusieurs centaines de personnes venues de milieux extrêmement différents et d'avoir acté que entre ces gens-là, on pouvait être solidaires malgré la grande différence entre nos causes, on pouvait être solidaires les uns des autres sur ces 120 victoires sur 10 années où on s'engageait à les mener. Donc c'était la preuve que les entrepreneurs, les activistes, les militants du social et de l'écologie, de l'égalité, pouvaient trouver des éléments de victoire ensemble. Ce qui nous dit quelque chose d'autre, c'est qu'à partir de ça, et c'est les démarches qu'on va avoir ces prochaines années, à partir de ça, en fait, il y a peut-être une nouvelle métapolitique qui est en train d'émerger. Si on est d'accord sur ces 120 victoires-là, ces 30 objectifs, ça veut dire qu'il y a du commun, en fait, entre nous. Et là où on se cherche sans arrêt, en prenant le temps, et c'est un peu la démarche de la rencontre des justices sur le long terme, en prenant le temps, on va arriver à trouver une métapolitique qu'on appelle métapolitique des justices entre nous, mais bon, ça c'est notre terme de tambouille interne. Et je termine sur une chose, 2 objectifs du coup pour les mois à venir et l'élection 2022, parce qu'il n'y a que par la mobilisation que les gens peuvent se rassembler et se rencontrer concrètement. L'action est moteur de la réflexion. Les 2 sujets qu'on va mettre sur la table, et donc c'est une invitation que je vous fais, ça fait un peu d'autopromo, mais dans les prochains mois, les 2 sujets qu'on va mettre autour de la table, c'est premièrement sortir de l'autoritarisme et de la dépression totale qui a touché l'ensemble des milieux militants et l'ensemble des classes sociales depuis un an particulièrement, mais pas que. Ça, c'est la première chose qu'on identifie comme étant la grande transversalité à discuter dans les prochains mois. Et la deuxième chose, c'est imaginer une garantie à la vie digne en considérant que dans la période politique, les mouvements sociaux, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les mouvements contre les violences policières, sur les féminicides, plus évidemment la crise Covid, les morts au travail, les morts à la rue, etc. Il y a quelque chose dans l'air du temps aujourd'hui, d'anthropologique, de très fondamental sur le fait d'avoir le droit de vivre et qui est en capacité de nous réunir sur quelque chose de très très simple. Et donc on va inviter dans une série d'ateliers l'ensemble des acteurs qui sont ici et ailleurs à en discuter. Merci. On voulait finir, écoute, Kevin a bien conclu pour l'utilité de ce débat. On voulait conclure un peu en avance. On avait prévu ce quart d'heure pour pouvoir aller, pour ceux qui le souhaitent, à la plénière de clôture à midi à l'Agora, où une partie notamment des groupes dont on a parlé, que ce soit la prière populaire, les investis, desquels je fais partie d'ailleurs, de l'école de l'engagement, etc., sera représentée et expliqueront leur démarche. Donc ce sera une parfaite poursuite de cette discussion. Voilà, merci beaucoup et merci à tous les think tanks d'être venus.